Aujourd'hui, on est en présence de Jedi Mess. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Un plaisir, un plaisir. Du coup, Jedi, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu le présenterais? Belge d'origine, j'ai grandi en Sicile, je vis à Paris et mon parcours c'est étudiant en Sciences Po qui a drop out. Avant ça, j'étais gros gamer, je générais mes premiers revenus grâce au gaming, on pourra en parler plus tard. Et ensuite, j'ai appris la growth à la Growth Tribe Academy. Ensuite, j'ai appris à coder au wagon. Et j'ai bossé comme growth pour plusieurs boîtes, puis je l'ai fait en tant que freelance. Ensuite, j'ai lancé mes propres side projects. J'en ai vendu un. Et ensuite, j'ai rejoint The Family pendant 1 an et demi. Et pour en finir avec le Covid, où j'ai fait un peu de freestyle. Je suis parti sur plusieurs projets et on pourra en parler pendant le podcast. Et je suis arrivé à presque tout noter. Cool. T'as super bien géré le name dropping, c'est parfait. Projet, Covid, on va appeler ça comme ça. Et j'ai tout. Ok, très bien. Alors, t'as commencé, tu m'as dit, t'étais belge. T'as fait quoi comme études en Belgique? Alors, en Belgique, en fait, Qui a j'ai vécu? fait des études générales. Donc, je sais pas, c'est quoi votre en France le 12 ans, 18 ans. Enfin, c'est votre lycée Le plus lycée? collège, Ouais. c'est ça? Ah, Enfin tout ça, ce truc-là ouais. jusqu'à 18 ans, jusqu'à votre bac à vous. Je faisais des études générales. Ici en Belgique, on appelle ça études générales, c'est-à-dire que Ouais. t'as les bases de toutes les matières et spécialisation économie et maths. Et ensuite, j'ai commencé des études de philo. J'ai fait ça pendant Ok. 2 ans. Puis j'ai switché, j'étais en sciences politiques pendant 1 an. Et c'est là que j'ai drop pour aller me former sur des formations privées à Amsterdam, dont la première qui était la Growth Tribe Academy, qui est une formation de 3 mois full-time qui est focus sur le sujet de la growth dans les startups. Alors, comment t'as trouvé cette formation et pourquoi t'as choisi ça? En fait, quand j'étais étudiant, au lieu Parce que d'aller au Sciences Po cours, jusqu'à Growth, c'est quand même un ouais. gros. C'est particulier. En gros, j'étais très très mauvais en Sciences Po. En gros, les cours commençaient à me saouler et du coup, au lieu d'aller à mes examens, j'allais dans la bibliothèque et j'allais sur mon ordinateur et j'étais à une période de ma vie où il me fallait du cash. Donc la première chose que j'ai tapé sur Google, c'est comment faire de l'argent en étant étudiant. Et je suis tombé sur une vidéo d'Oussama Ammar de The Family qui expliquait comment lancer une entreprise en étant étudiant. Et donc j'ai regardé cette vidéo, je suis tombé amoureux du personnage et du concept de The Family. J'ai poncé la moitié de leur chaîne YouTube à l'époque, sachant qu'aujourd'hui il y a un peu plus de 1000 vidéos. Mais là il y en avait quand même vachement moins. Et j'avais remarqué qu'il y avait l'hypercroissance, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup. Que apparemment il y avait une méthode pour atteindre de l'hypercroissance dans une boîte. Et tout ça était sous un grand nom qui était la growth. En fait, tu pouvais mettre plein de choses dedans. Et la façon dont c'était expliqué à l'époque, c'était bientôt il y a 6 ans maintenant, c'était les gens qui font de la growth dans des boîtes, c'est un peu des scientifiques qui expérimentent au milieu de plein de disciplines pour justement générer de la croissance dans les boîtes. Et en fait, c'était quelque chose qui m'excitait. Et donc, j'avais contacté à l'époque un mec qui est passé sur votre podcast, qui est Julien Lecoupa, Ouais. qui maintenant fait un SaaS, qui avant était dans l'équipe de growth de The Family, tout au début. Et donc, je l'ai contacté sur Facebook. Je commençais à parler avec lui et je lui ai dit, mec, moi, ça me chauffe la growth, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai vu que The Family a une formation là-dessus. The Family, donc, leur première formation c'était coup d'état. Après ils ont fait des sous-formations, dont une growth. Et donc je lui ai dit tiens, j'ai vu que vous avez une formation, elle coûte 2000 balles. À l'époque c'était 2000 balles. Je sais pas 2000 balles. Comment je peux faire pour l'avoir gratuitement? Du coup il m'a envoyé des logins, il m'a généré une session, il m'a dit vas-y tiens je te la donne. Et du coup j'avais suivi cette formation, j'ai grave kiffé. Et alors je lui ai dit putain trop bien, comment je peux faire pour avoir un stage chez vous? Et il m'a dit écoute pour le moment là on n'a pas de problématique growth donc on n'a pas besoin de quelqu'un, ça va servir à rien. Ouais. Par contre il y a une nouvelle boîte qui vient de se lancer aux Pays-Bas. Les mecs ont l'air solides. Ça s'appelle la Growth Tribe Academy, qui est un bootcamp comme un peu le wagon, mais qui est focus sur la growth. Faudrait que tu les contactes, faudrait que tu vois ce qu'ils font. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis venu à les contacter, à être dans le deuxième batch. Enfin, j'ai passé les tests, j'ai été sélectionné dans le deuxième batch et c'est comme ça que tout a démarré. Donc t'as vu, c'était un peu chaotique. Donc d'étudiants qui se font un peu chier, qui découvrent qu'on peut créer une boîte en étant étudiant, qui s'intéressent à un sujet spécifique et qui après va se former.
Ok, je pense que c'est un peu c'est Steve Jobs qui disait ça, c'est connect the dots. C'est une fois que t'as fait tout le chaos possible, après tu peux voir tout le chemin et Mm. finalement qui est vachement logique a posteriori de voir le chemin que t'as fait, mais a priori il l'est pas du tout. Ouais, je vois très bien. Et donc du coup, t'as fait cette formation là, la Growth Web Academy, et donc c'était à distance, c'était en vidéo ou t'es allé là-bas? Non, c'est sur place. C'était sur place. En gros, c'est les mecs qui ont fondé ça. C'est un ancien Red Bull, un mec qui avait bossé pour un des plus gros e-commerce européens, et un autre Français qui était tout au début du sujet de la growth en Europe. Et donc ils ont décidé de lancer un bootcamp sur place, full time, pendant 3 mois. Donc t'arrives, le premier mois c'est de la théorie. On t'explique c'est quoi les analytics, c'est quoi la croissance, c'est quoi les analytics, comment calculer un coefficient de viralité, ce genre de choses. Donc ça c'est le matin, c'est la théorie. L'après-midi, on donne du budget, on te donne des tâches et tu dois les atteindre en groupe. Donc par exemple, on va te donner 100 balles en ads, en Facebook Ads, on va te donner accès à Unbound et on va te dire crée-moi une landing page et collecte-moi pour la fin de la journée 1000 leads. Avec le budget que je t'ai donné. Débrouille-toi, tu vois. Et donc, c'est comme ça tous les jours pendant un mois. Et à la fin du premier mois, on te met par équipe de 3 personnes dans une startup aux Pays-Bas qui a au moins levé une série A et qui est en train de scaler assez fort. Et on te met là pendant 2 mois et tu fais une espèce de stage. On t'y va 4 jours. Ton objectif, c'est de créer une équipe growth dans la boîte. Et le 5e jour, tu reviens à la Growth Tribe Academy et là, tu fais un report de tout ce que tu as fait. Et alors, tu as des espèces de coachs qui disent « Ok, là, tu as bien fait ça, là, t'as pas bien fait, votre focus, il était pas bon. » Et ils te font un vrai feedback pendant 2 mois. Donc voilà, et c'était sur place, du coup, à Amsterdam. Trop stylé le programme. C'était quoi? T'as bossé dans quelle startup toi du coup? Là-bas? J'ai bossé chez Studoku. Studoku, c'est une marketplace aux Pays-Bas qui permet à des étudiants de vendre et de racheter leurs notes de cours. Donc toi, tu es très fort en histoire de l'art. Tu prends des très très bonnes notes. En plus, tu as fait un examen, tu as réussi à avoir une copie de l'examen. Ce que tu peux faire, c'est aller sur Studoku et revendre tes notes et la copie de l'examen que tu as récupéré. Studoku te les rachète, il les met dans une base de données et il la donne à disposition sur une marketplace. Et pour pouvoir y avoir accès, tu payes un abonnement mensuel. C'est une belle boîte. À l'époque, il y avait une très très forte croissance, une 40aine d'employés. Il venait de lever une série A et ça allait plutôt vite, quoi. Intéressant comme business. J'aurais jamais pensé à faire ça du tout, mais je suis sûr qu'il y avait grave de la demande. Du coup, tu as fait cette formation. De cette formation, on enchaîne sur le deuxième truc que j'ai noté qui est apprendre à coder au wagon. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux là? Comment t'es arrivé à faire ça? Alors, j'ai zappé une étape tout au début. C'est que juste après cette formation, j'ai pas de suite fait le wagon. J'ai d'abord bossé pour une boîte qui s'appelait Menu Next Door, qui était une boîte belge qui était dans le portefeuille de The Family. Donc, en fait, comment j'ai abouti là-bas, c'est parce qu'à la fin de la Growth Tribe Academy, j'ai commencé à avoir beaucoup d'offres d'emploi. La Growth Tribe, ils sont assez connus en Europe et du coup, dès que tu termines de là, t'as d'office des chasseurs de tête qui viennent te chasser. Et moi, mon kiff, c'était de bosser dans une boîte qui était dans le même esprit de The Family à l'époque. Et du coup, je me suis tapé la liste des boîtes de The Family qui étaient publiques à l'époque et j'ai descendu chaque boîte. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle boîte qui avait fait un pitch sur leur chaîne YouTube qui était plutôt cool. C'était un Belge qui voulait permettre à n'importe qui de cuisiner pour son voisinage. Ils venaient de lever un seed. Ils étaient 3-4 à l'époque. Et je me suis dit, putain, c'est pour cette boîte-là que je veux bosser. Du coup, je les ai contactés sur Facebook. Et 3 jours après, je me suis retrouvé chez eux à bosser. Et donc j'ai bossé chez eux. Mon but c'était de faire de la croissance sur la supply, donc sur les chefs. Donc en gros, Menu Next Door c'était quoi? C'est une marketplace qui permet à n'importe quel particulier de cuisiner quand il veut, ce qu'il veut, de le vendre sur la marketplace de Menu Next Door, et les gens dans son voisinage peuvent acheter son repas et venir le chercher à la maison. Et du coup, il y a un vrai sujet comme toute marketplace de supply, c'est-à-dire d'offres. Et il faut pouvoir faire monter l'offre, et c'est-à-dire avoir plus de chefs. Et mon rôle, c'était de recruter un maximum de chefs, d'optimiser le fait qu'ils convertissent, c'est-à-dire non seulement qu'ils apply pour devenir chef, mais aussi pour
qui fassent leur première session d'onboarding chez nous, parce qu'on avait une petite formation sur place, et qui lancent leur premier menu. Et donc toute cette chaîne-là, donc sur l'activation et l'acquisition, c'était mon taf, quoi. Et donc j'ai fait ça pendant un peu plus de 6 mois. La boîte a fait un peu des montagnes russes, c'est-à-dire qu'il y a une très forte croissance, depuis très vite une série A. Donc, moi je suis arrivé jusqu'à la série A, et à la levée de la série A, 2 mois après, la boîte s'est écroulée, enfin quelques mois après, la boîte s'est écroulée, et moi je suis parti pendant qu'il y avait la levée de la série A, et ce que je voulais faire, c'était soit j'allais dans une autre boîte, soit j'ai essayé de monter en compétences, et il y avait une problématique que j'avais remarqué à ce moment-là, c'était que j'avais du mal à communiquer avec les équipes produits, parce qu'en fait je comprenais pas comment un produit était construit. Okay. Et c'est là que je me suis dit, ok, en fait il faut que je monte, faut que je step up sur ce sujet-là. Comment je fais? J'ai regardé les formations disponibles, il y avait le wagon, j'ai appelé, et du coup j'ai fait le wagon à Bruxelles. In fine, qu'est-ce qui t'a fait partir de Menu Next Door? Parce que t'es parti avant que ça crache. Ouais. C'était assez simple. La personne avec qui je bossais sur le sujet de la croissance, à la base, elle faisait autre chose, et cette autre chose, cet autre poste n'avait plus lieu d'être, et du coup, cette personne-là a repris ma place, simplement. Et donc, on n'avait plus besoin des deux sur le sujet de la croissance. Okay. Une personne, c'était suffisant à ce moment-là. Mais je suis parti à un moment un peu chaotique, parce qu'on sentait que ça allait pas très bien. Ouais. C'est ça. Et du coup, voilà. Et puis, il y avait aussi pour être 100% honnête, il y avait peut-être pas un gros fit culturel entre eux et moi. Et donc on a préféré se quitter, quoi. Okay. Ceci dit, maintenant, je m'entends super bien avec Nicolas, l'ancien fondateur, et Valentin, Richard, et je parle régulièrement avec eux, et tout se passe bien, quoi. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, c'était mieux que je parte. Il y a une bonne comparaison à ça. C'est des fois il y a des gens que tu aimes beaucoup, mais vivre avec eux ça serait un enfer. Pourtant si tu vis pas avec eux c'est super cool, tu vois. Et bosser c'est un peu pareil. Ils ont l'air super cool, mais des fois ensemble. Après c'était mon premier vrai taf, et j'avais peut-être des attentes qui étaient pas les bonnes, et pareil de leur côté, en fait. Donc c'était une très bonne expérience. Je regrette pas du tout. Mais ça s'est fait comme ça se devait se faire, je pense. Ok. Et du coup, après ça, j'appelais au wagon, je fais le wagon. Ça se passe bien. 2 choses à retenir: je suis un très mauvais dev et j'aime pas ça. Mais d'ailleurs, depuis, je pense que j'ai jamais remis les mains dans le cambouis. Alors j'en ai remis pour faire quelques scripts rapidos. Mais j'ai pas remis les mains dans le cambouis. Par contre, ce que ça m'a appris, c'est comment un produit fonctionne. C'est quoi des deadlines raisonnables, qu'est-ce qu'une tâche a l'air plus complexe qu'une autre à faire, et ça m'a permis après de pouvoir parler avec des devs et comprendre ce qu'ils font, pouvoir vraiment comprendre ce qu'ils font, et une fois que tu comprends ça casse quand même une grosse barrière, quoi. Ouais. Parce que quand tu connais rien à ça et que tu parles avec un dev, tu vois, en début 2020, je me suis associé avec Shubham pour essayer de faire une boîte. Donc Shubham, qui est un dev plutôt balèze, qui aujourd'hui je crois qu'il bosse pour Conto. C'est ça. C'est le mec qui s'occupe de l'API de Conto, product owner sur l'API, je crois. C'est ça. Il a une grosse chaîne YouTube. Et Dave Advocate. Ouais. Je crois, c'est ça son rôle. Et pour le coup, tu vois, quand on a bossé ensemble, tout ce qu'il me disait, je le comprenais, et c'était cool, tu vois. C'est quand tu comprends ce que les gens disent, ce qu'un mec technique te dit, c'est important. Et quand tu arrives à faire la perspective avec le business, et c'est important, quoi. Je pense que le pont entre les deux est très très important. C'est rigolo que tu parles de lui. Je l'ai eu dans le podcast qui va sortir normalement dans 2 semaines. C'est le prochain épisode qui sort. Okay. Je l'ai eu il y a super longtemps d'ailleurs. Et j'aime bien ce que tu as dit, parce que tu vois, moi je suis développeur à la base, je fais Epitech comme lui d'ailleurs. Non, lui il a fait Epita peut-être, mais bon, bref, c'est une école de dev, et c'est un truc qui met dans la première boîte où j'ai bossé, j'avais l'impression
au début, quand tu parles avec des gens qui sont pas techniques et que toi t'es technique, t'as l'impression d'avoir des autistes en face de toi parce qu'ils comprennent rien et tu leur dis des choses, ça n'a aucun sens pour eux. Et au début, j'étais vachement énervé contre eux parce que mais j'étais là, je fais mais ils sont débiles ou enfin ils voient bien que quand ils demandent ça, c'est pas juste un bouton ou c'est pas juste et que ça demande du gros travail. Hein. Et je me suis rendu compte au bout d'un certain temps qu'en fait c'est déjà ils avaient pas les connaissances techniques donc ils pouvaient pas savoir, c'était pas de leur faute. Et de deux, c'était à moi d'arriver à donner de la visibilité aux mecs non techniques sur les trucs qu'ils voulaient quoi. Parce que sinon tu n'y arrives pas en fait. Si tu es là, tu leur dis mais non mais t'es débile, on peut pas faire ça en 2 heures quoi, ça va mettre 2 semaines. Mais un gros truc chez les devs, c'est la communication. Y a beaucoup de devs qui doivent monter sur ce sujet-là, c'est monter en step-up sur le sujet de la communication, parce que savoir t'adapter avec le mec à qui tu bosses et lui expliquer avec ses mots à lui, et pas avec les mots à toi et lui qui le comprennent. Enfin, c'est beaucoup plus simple pour toi, en tout cas, d'être malléable et de lui expliquer avec des mots simples et qu'il comprenne rapidement, que de lui dire, écoute, soit tu me comprends, soit tu débrouilles, tu vois. Ça crée trop de friction sinon. Donc ouais, la communication pour les devs, c'est un vrai truc, quoi. Clairement. Je pense que j'ai changé d'avis sur ça quand un jour j'ai lu un truc qui disait quand on communique, on parle pour être compris et on parle pas pour nous. Et du coup, quand tu te dis ça, tu dis ah ben oui, mais en fait ça sert à rien que j'utilise mon jargon à moi. Si je veux être compris vraiment et qu'on parle il y a un vrai but, il faut se mettre à la place de l'autre et dire les bons mots pour qu'il comprenne ce que tu veux quoi. Ouais. Très très dur au début. Je t'avoue que ma première startup ça a méga clashé pour ça. On m'a souvent dit c'est bien ce que tu dis, mais t'es vraiment un gros con, comment tu nous le dis, quoi. Si un jour Hervé m'écoute, le CEO de Utoyo, j'ai vraiment kiffé bosser avec toi, mais désolé d'avoir été si nul. Voilà, ok. Donc du coup, code sur t'as codé au wagon et direct, tu m'as enchaîné sur le sujet des side projects. Donc t'as fait des side projects et dont celui avec Shubham, c'est ça ou il y en a d'autres entre? Non, ça c'est une vraie boîte qu'on a essayé de monter début 2020. Mais entre 2016 et 2020, il y a 4 ans qui se sont passés. Et en gros, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 4 ans? Les 2 premières années, j'avais donc juste après le wagon, je suis parti à Bali avec un pote qui s'appelle François. C'est un mec avec qui je fais un podcast maintenant. On est parti un mois à Bali et notre challenge c'était The Farm Spot. Ouais, c'est lui. Exactement. Okay. Ouais, cool. C'est lui, ouais. Et donc on est parti à Bali pendant un mois et notre challenge c'était de faire de l'argent, d'essayer de trouver un moyen de faire de l'argent en ligne. Sachant que j'en avais déjà fait un peu quand j'avais de 16 à mes 18 ans, je vendais des golds sur des jeux vidéo. En gros, je mettais des bots, je faisais farmer mes personnages sur des jeux vidéo et je revendais les golds. Ça me générait entre 300 et 500 euros par mois. Donc c'était cool, c'était de l'argent de poche cool quand t'as 16 ans. Mais c'était pas viable à long terme, mais en tout cas ça m'avait déjà mis un peu la main à la pâte sur comment essayer de générer de l'argent en ligne en restant chez soi. Et en sortant du wagon, j'avais commencé à lire Tim Ferriss. J'avais déjà découvert avant Tim Ferriss, mais j'ai commencé du coup à lire La Semaine des 4 heures, à m'intéresser à tout ce sujet des revenus passifs, d'essayer de pas corréler ton temps de travail à l'argent gagné. Et naturellement, en fait, je suis tombé amoureux de ce principe-là. Et du coup, j'ai essayé de trouver des moyens de comment on pouvait faire du cash à ce moment-là. Il y avait un grand sujet en 2016 qui est toujours un grand sujet aujourd'hui, mais qui en 2016 il était un peu moins. C'était le dropshipping. Et du coup, j'ai essayé de lancer des dropshipping. J'en ai raté 2. Okay. J'en ai réussi un plutôt bien. Et en parallèle de dropshipping, je faisais autre chose. J'avais lancé un productized service. Donc c'est quoi? C'est un service qui normalement elle doit être corrélée directement en temps humain effectué, d'où la difficulté de scaler un service. Et en fait, tu essayes de packager l'offre pour qu'elle soit délégable au maximum ou automatisable au maximum. Et du coup, j'avais trouvé une niche et un produit spécifique, un service spécifique, où j'avais exactement ce qu'il me fallait pour déléguer et automatiser mon taf à 80%. Et donc, je faisais ça en parallèle. Donc, j'avais un dropshipping et ce productized service. Je faisais les deux en parallèle, ce qui est très souvent déconseillé de faire 2 sales projects en parallèle. En fait, les deux prenaient lentement, chacun l'un l'autre, pour au final, tous les deux être assez gros que pour me permettre de vivre. Et donc, j'ai vécu comme ça pendant 2 ans, avec les dropshipping et avec mon productized service. Alors, il va falloir qu'on en parle plus. C'était quoi les 2 dropshipping que t'as loupé déjà? Le premier dropshipping, je vendais des bijoux tibétains.
Ok. Euh, Genre les petits bracelets, les là, les fameux Shambhala, bracelets. des Ouais. trucs comme ça. Les petits bracelets en bois, les petits bracelets en perles, ce genre de choses. Ok. Grand échec. Deuxième, j'ai dépensé plus ou moins Attends, va pas si 1000 vite. euros Pourquoi ça a dessus. été un échec? Parce que je m'étais très très mal pris sur les ads, c'est purement de la distrib. Enfin, la plupart des problèmes de business type e-commerce, c'est la distrib. Le trois quarts Ok. du temps, le problème c'est la distrib. Et c'est juste que je faisais très mal mes ads. Et c'est très drôle parce que ça m'a permis de me remettre en question parce qu'en fait chez Menu Nexor je faisais que des ads. Enfin, au niveau de l'acquisition, notre truc principal c'était les ads. Sur mes 6 mois, j'ai réussi à réduire leur coût d'acquisition par 3. Donc je pensais que j'étais bon en ads. Ouais. En fait, j'étais bon en ads pour de la marketplace, mais pas pour du e-commerce. Et c'est pas du tout la Ouais, il même y a le façon sujet dont qui est pas la même c'est ça. chose. Et du coup, en e-commerce, je me suis rendu compte que la mécanique que je mettais en place pour une marketplace fonctionnait pas du tout. Et donc, il fallait que je me réinvente. Et donc, j'ai commencé à contacter des gens dans le domaine du dropshipping. Je leur ai posé des questions sur eux, comment faisaient leurs ads. Ils faisaient leurs ads. Je me suis fait un peu coacher comme ça par des potes. Parce que si je suis tombé dans le dropshipping, c'est parce que j'avais rencontré des gens qui étaient là-dedans, qui vivaient très bien de leur vie. Et du coup, je me suis fait un peu coacher comme ça pendant quelques jours, quelques semaines. Et du coup, mes 2 échecs, le troisième, la troisième boutique a plutôt bien fonctionné parce que là, pour le coup, j'ai maîtrisé la distrib. Et donc, C'était quoi la au troisième total, du coup? alors la troisième boutique, je vendais des objets de nettoyage d'intérieur. Donc c'est du home care, Ouais. c'est des brosses pour nettoyer des fenêtres, ce genre de choses. Et en fait, la subtilité, c'était pas vraiment les produits, c'était la cible que j'essayais de cibler. En fait, je m'étais rendu compte d'une chose, c'est que le public très facilement, alors c'est peut-être pas politiquement correct ce que je vais dire, mais le On public s'en très fout. facilement amadouable sur du e-commerce et que tu peux très vite convaincre sur de l'achat compulsif, c'est des femmes de plus de 45 ans. La fameuse ménagère. Ouais, la ménagère. La ménagère, elle achète. Et c'est très drôle parce que quand tu regardes le téléshopping, et tu vois ce que c'est le téléshopping? Oui, bah oui. Ouais, bah la majorité de la clientèle du téléshopping, c'est la ménagère. C'est parce qu'elle regarde, elle est waouh, elle comprend pas trop, elle tombe dans tous les principes de persuasion marketing possibles, inimaginables qu'on lui met devant les yeux. Et en plus, vu qu'il y a un gros discount de mai 60%, évidemment qu'il faut acheter maintenant, quoi. Tu vois? Ok. Et c'est triste à dire, mais c'était en tout cas ces produits-là, je ciblais ces types de populations-là. Et c'est là que ça a été un vrai carton. Ça a très C'est bien quoi un vrai fonctionné. carton? Tu peux donner des chiffres? Ouais, en vrai carton, c'est que je suis passé de 0 à 500 000 euros de chiffre d'affaires en 9 mois. Et, Oui, effectivement. et c'était bien, quoi. Et c'était plutôt bien. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait après? J'avais un choix. C'est le problème du dropshipping, et ceux qui font du dropshipping dans tes auditeurs le savent. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un choix de passer à l'étape suivante. Tu peux pas vivre du dropshipping très longtemps. Parce que tu as un support de port à gérer, parce que tes produits en général ils sont pas ouf, ou alors ils sont ok, mais par contre la livraison est super longue. Tu deals avec une population en plus moins qui se plaint de tout. Il y a toujours un truc qui va pas. Et après t'as pas de perspective long terme, parce que il y a pas de branding derrière ton produit. T'es copiable très facilement. Tu utilises les ads des autres, enfin les assets graphiques des autres. C'est-à-dire que c'est pas soutenable à long terme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dropshippers, ils font des one-shots. Pendant 3 mois, 6 mois, ils font 20, 100 000 euros. Et après, ils quittent leur boutique, ils en font une autre. Ils font ça en permanence. Ça, c'est la plupart des dropshippers font ça. Ou alors, il y en a qui passent à l'étape suivante. Ça veut dire que pendant 3 mois, ça a un carton. Et ils se disent, bah, ok, maintenant, comment je peux brander mon produit? Comment je peux rendre ça beaucoup plus sérieux? Comment je peux faire appel à un agent pour pouvoir avoir du stock en Europe? Comment je peux faire tout ça, quoi, passer à un vrai niveau de sérieux. Et moi, j'avais soit je focalisais sur au bout des 8 mois, soit je passe à la next step au niveau 2, soit je fais autre chose. Et du coup là j'ai décidé de revendre le e-commerce à un mec qui rachetait des e-commerce. J'ai trouvé un vendeur assez facilement. Au bout de quelques semaines, j'ai trouvé un vendeur et j'ai revendu le e-commerce. T'as le droit de dire combien tu l'as vendu?
Pas grand chose. Les gens, tu vois, quand tu dis 500 000 de CA, normalement, e-commerce, tu fais un multiple assez simple. Et en fait, pas du tout en dropshipping, parce qu'en dropshipping, t'as aucun asset. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actif qui vaut quelque chose en dropshipping. T'as pas de stock, donc t'as pas d'inventaire. T'as pas d'exclusivité avec tes fournisseurs, donc tu vends pas de contact, tu vends juste en lien AliExpress, donc ça vaut rien. T'as pas pas réussi à créer de marque et de fidélité auprès des clients, donc il y a pas de récurrence, il y a pas de referral, donc t'as pas de brand quoi, donc tu vends pas une brand. Donc qu'est-ce que tu vends in fine? Tu vends un pixel. C'est ce que tu vends. Donc pour ceux qui savent pas comment ça marche, les ads, en gros, tu mets une espèce de petit cookie, un petit tracker sur ton site, et plus t'as de data, donc plus t'as d'achats, plus t'as d'ajouts au panier, plus t'as tout ça, plus ton pixel est de plus en plus smart, et plus il est smart, plus il performe. Grosso modo, hein, c'est un peu plus technique que ça, mais en gros, plus il a de data, plus il performe. Et donc, quand tu as réussi à faire 0 à 500 000 euros, il a tout ça de data. Il a les centaines, plutôt les milliers d'acheteurs qui sont passés par ta boutique, il les a en stock, il a leur data en stock, et ça a de la valeur. Ça vaut beaucoup le pixel. Et en gros, ce que tu vends, c'est le petit travail effectué sur ta boutique, mais qui était pas ouf parce que ma boutique était pas ouf. Le fait de le pixel, tu vends le pixel, tu vends la base de données d'email, et voilà, tu vends pas grand chose d'autre, tu vois, parce que tu n'as pas de brand, t'as pas d'inventaire, t'as rien quoi. Il n'y a pas eu de taf de customiser ton produit, donc tu peux même pas vendre ce travail fait que le racheteur n'aura plus à faire, parce qu'en fait il y a encore tout à faire quoi. Donc c'est très dangereux de racheter des dropshipping quand ils sont pas set-up pour qu'il y ait une perspective long terme. Et donc au final j'ai vendu quelques dizaines de milliers d'euros quoi. C'était pas moins de 100 000 euros quoi. Ok, ouais, c'est intéressant déjà en 9 mois, c'est sympa. Ouais, c'est cool, c'est cool. Après, tu deviens pas millionnaire, mais c'est sympa. Ouais, voilà, ouais, c'est sympa, c'est cool. Ouais. Ok. Du coup, là, on a parlé de tes 2 dropshipping et dont celui qui a marché, et ensuite derrière, t'as fait le Productive Services. Ouais. Oh, je l'ai détruit le mot. C'était sur quoi? Alors, j'aidais des comptes de Instagram à grossir plus vite. Donc je vais vous raconter tout le truc. Bon, en gros, pour ceux qui savent, tu peux automatiser des tâches sur les réseaux sociaux. Ça se fait dans tous les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, on le fait pour faire de la prospection. On automatise les connexions et le scrapping des profils, la connexion et l'envoi du message privé. Yes. Sur Twitter, tu automatises le follow et le like sur le dernier tweet. Sur TikTok, tu peux maintenant aussi faire ça. D'ailleurs, ça cartonne pour le moment les producteurs services qui font ça. Et tu peux aussi faire ça sur Instagram. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre un robot sur ton compte qui va faire des actions à la place de l'utilisateur. L'API d'Instagram est assez permissive, donc tu peux faire beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que évidemment, ces réseaux sociaux, t'es contre les toasts de ces réseaux sociaux-là, ils n'aiment pas ce que tu fais. Et du coup, en fait, ils améliorent leur sécurité très régulièrement. Et donc, quand tu automatises, il faut bien le faire pour pas te faire shutdown, te faire shadowban et tous les problèmes que tu peux avoir envers Instagram. Et donc, moi, j'avais un robot qui faisait ça. Et au lieu de vendre le robot, je vendais le service, c'est-à-dire le fait de le faire moi-même, mais de bien le faire aux gens. Donc, tu étais une agence de social media management. Tu avais un portefeuille de 100 clients pour qui tu bossais sur leur compte Instagram, mais tu pouvais aussi leur vendre une offre qui était celle de faire des actions à la place de ton client. Et du coup, ce que tu faisais, c'est que tu sous-traitais chez moi, et moi, en fait, je mettais un robot sur le profil de ton client. D'ailleurs, c'était comme ça que la plupart de mes gros clients, c'était des agences de social media management qui outsourçaient chez moi cette taf-là. Donc ils avaient un client, ils me le filaient, ils me disaient moi mon client c'est une marque de couches pour bébé en France, elle veut gagner au moins 500 followers qui sont des mamans qualifiées d'ici 6 mois. 500 followers, je pouvais les faire en 1 mois facilement.
Et du coup, ce que je faisais moi, c'est que j'allais faire une recherche sur leur compte. Je fais, ok, c'est une couche culotte sur Paris. Il faut que je trouve tous les comptes qui mettent le hashtag bébé, le hashtag maman, le hashtag en lien avec les mamans. Donc c'est la probabilité que ce soit une maman qui publie une photo ou une vidéo avec le hashtag maman est très forte. Et dès que je récupère tous ces comptes-là, il faut que j'aille interagir avec eux, donc aller liker, aller les follow, aller peut-être commenter, faire un tas d'actions pour que la personne me remarque et du coup vienne follow back le compte qui vend des couches culottes sur Paris. Ok. Grosso modo. Et donc, comme je disais, au lieu de vendre l'outil, je vendais le service qui le faisait. Et moi derrière, je backais ça par l'outil et au début j'étais tout seul. Et après j'ai commencé à prendre un freelance pour s'occuper de la relation avec les clients, sachant que la plupart de mes clients, comme je le disais, c'était des agences de social media management qui outsourçaient chez moi le taf que eux auraient pu faire mais qui n'avaient pas envie de faire. Pour donner un C'est très exemple, drôle. je vendais ça, je vendais le package aux agences, parce qu'évidemment les agences me prenaient plusieurs dizaines d'abonnements. Ouais. Je vendais un abonnement à $39 par mois à une agence, et elle le revendait $999 à son client. Juste pour donner un ordre d'idée, quoi. Donc c'était un Et peu. toi, tu déléguais ça à un robot que tu avais super bien configuré, quoi. Exactement. Donc tu vois, c'est drôle qu'on parle de ça ici parce que j'en parle rarement de ce genre de choses. J'en parle rarement pour le simple fait que je suis pas super content d'avoir fait ça. C'est-à-dire que c'était cool, mais ça m'apportait j'ai rien appris. Et ça me. Tu sais configurer des bots. Ouais, cool. c'est bien, mais voilà. Quoi. Et ceci dit, ça m'a donné le goût d'argent, quoi. Ça m'a appris ce que c'est de faire de l'argent. Ça m'a donné envie d'en faire plus. Donc après, j'ai essayé de faire d'autres choses. T'as fait combien avec ce Productized Service? Alors, CA total, je pourrais pas donner le chiffre, mais en tout cas tous les mois. Enfin, ça grossissait petit à petit, donc il y avait un MRR, mais il grossissait petit à petit. Et vers la fin, le MRR du Productized Service c'était 8K par mois. Donc c'était cool, c'était pas ouf, c'était cool, mais surtout il y avait presque pas de taf, parce que c'est pas comme ça c'est bien. c'est ça qui était cool, c'est que pour le coup, je crois que c'est vraiment la seule fois où j'ai eu de l'argent presque passif, quoi. Parce que je déléguais le support et la relation client à un freelance, et le travail à effectuer opérationnel, c'était le robot qui l'effectuait. Et donc c'était vraiment, c'était pas 100% passif, mais on n'était pas loin, quoi. Et alors pourquoi j'ai eu l'idée de lancer ça? C'est parce que j'avais rencontré un type sur les réseaux sociaux. Je rencontre que des gens sur les réseaux sociaux, comme ça je me fais des potes, peu de potes en vrai, mais beaucoup sur les réseaux. C'était un type, c'était un mec qui était à New York et qui faisait ça. Lui pour le coup il faisait 60K par mois, 60 000 $ par mois, il faisait exactement la même chose. Et en fait, je l'ai vu dans un groupe Facebook, je l'ai vu poster son service, et en regardant son service, je comprenais ce qu'il faisait, parce qu'en fait moi j'utilisais déjà un robot pour mes propres comptes, parce que moi entre temps je m'amuse à faire grossir des comptes Instagram sur des niches différentes. J'en ai un sur le café, j'en ai plein d'autres. Enfin maintenant j'en ai principalement un sur le café. Et en fait je voyais son service et je voyais le prix de son service. Il vendait ça à presque 300 $ par mois, et en fait je comprenais ce qu'il faisait, je comprenais qu'il mettait un robot derrière son truc. Et donc je lui ai envoyé un message privé et je lui dis mais je suis pas là pour te cracher dessus, rien du tout, tu vois, mais juste je comprends ce que tu fais et je trouve ça ouf que tu arrives à vendre un service à 300 balles alors que tu mets un robot que tu payes 20 balles par mois. Genre comment t'en es arrivé là et t'en es où aujourd'hui? Et en fait le mec super ouvert, il m'a dit bah écoute, j'ai fait ça. Aujourd'hui je génère autant, mes clients c'est ça. Si tu veux réplique. Trop stylé. Et en gros, il m'a donné le playbook, quoi. Il m'a dit, tu démarres comme ça, tu dis plutôt ça à tes clients que plutôt ça, t'essaies de te positionner comme ça. Il m'a vraiment donné un playbook. Et le mec, depuis, je lui ai jamais plus parlé parce qu'en fait, ça doit être enfoui dans une vieille conversation Facebook, mais big up à lui parce que hyper paid forward, quoi. Le mec, il m'a donné tout le playbook, il m'a dit, vas-y, fais la même. Et évidemment, au fur et à mesure, tu découvres qu'il y a des centaines d'agences qui font ça.
Du coup, évidemment, j'ai essayé de regarder un peu la compétition. Il y a des centaines et des centaines d'agences partout dans le monde qui font ça, à des prix exorbitants des fois. Et en fait, tout dépend du client que tu essaies de cibler. Par exemple, je connais un mec qui fait ça avec une agence qui gère des hauts profils LinkedIn d'artistes, mais d'artistes un peu de luxe. Enfin, c'est pas vraiment des artistes, c'est plutôt des stars de luxe. Et ils vendent ça à plusieurs milliers d'euros par mois, et en fait ça passe, quoi, juste parce que ta cible elle est prête à payer, quoi, pour le même résultat. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai fait ça. Il y a Maxime Blondel qui fait ça aussi avec The Secret Company. Ouais. Je suis client d'ailleurs maintenant. Je l'ai eu dans le podcast, j'ai trouvé ça trop bien. Je me suis dit, en vrai c'est cool. Configure le bot, fais-le pour moi. C'est mieux que moi ce que je ne fais pas. C'est ça, parce que alors plus le temps passe, plus c'est chaud, parce que tu peux te faire strike par Insta, et donc c'est important de bien le faire, vraiment. Ouais. Et donc voilà. Oui, clairement. Moi, je le fais sur LinkedIn, du coup. Ouais, tu vois, par exemple, je peux te donner plein d'exemples d'agences qui te vendent de la prospection sur LinkedIn à plusieurs milliers d'euros, alors qu'ils mettent un prospecting ou un phantom buster dessus, quoi. Tu vois, il y a une boîte qui s'appelle Lead Cookie. Le mec, il fait presque 100K par mois. Le ticket, le prix de base pour pouvoir faire appel à son service de prospection LinkedIn, c'est $1000 par mois. Après, c'est très vite rentabilisé. Si c'est bien fait, c'est très très vite rentabilisé. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il littéralement, il met DocSoup dessus, quoi, qui est un bot d'automatisation, de prospection. Le vrai travail qu'il fait, qui du coup, je pense que la vraie valeur pour moi, elle est là, mais c'est pas comme ça qu'il le vend. C'est sur la définition du persona, des bons filtres à trouver sur LinkedIn, et il construit le message d'accueil. Tu sais, quand tu te connectes, quand tu automatises sur LinkedIn et que tu te connectes, il faut envoyer un petit message, et c'est important que ce message-là il soit bon, parce que c'est ça qui va faire que la conversation va être acceptée ou pas. Et si elle est acceptée, tu as un champ de l'infini pour la prospection, mais si elle n'est pas acceptée, t'es baisé. Du coup, ça, il le fait aussi, et pour moi, il est vraiment là la valeur. Mais sinon, derrière, il dit qu'il peut prospecter jour et nuit, plus de 100 profils par jour. Et en fait, c'est son robot qui le fait. C'est son bot, ouais. Mais c'est bien, il a délégué le truc qui était finalement sans. Il y a peu de valeur ajoutée à ce qu'il le fasse lui. Par contre, le message qui est super important à construire, c'est lui qui le fait parce que c'est un expert là-dedans. Du coup, c'est super smart de faire ça. Tu fais que le truc qui a énormément de valeur et qui est impossible à reproduire, quoi. L'originalité que tu dois avoir dans chaque message, ça va être difficile. Tu peux le scripter, mais ça va être quand même difficile de l'automatiser pour le moment, quoi. Ok. Super intéressant. Du coup, là, on arrive au sujet de The Farm Spot, ou t'as fait quelque chose entre les deux encore? Entre les deux, j'ai bossé pour une boîte qui s'appelle The Family. Ah oui. Je bossais pour eux j'ai commencé à bosser pour eux fin 2000. Attends, je suis parti fin 2019. Donc j'ai commencé mi 2018. T'es enfin arrivé à bosser pour eux, c'est ce que tu voulais longtemps avant. Ouais, c'est ça exactement. Et alors pour le coup, ça s'est fait pur hasard. Donc je fais mes dropshipping, je fais mes productize service, je pars un mois à Bali, puis je reviens en Belgique. Je vis un peu la vie cool en Belgique, donc je commence à apprendre à méditer. Je vais faire Vipassana, donc une retraite de 10 jours. Je commence à faire des jeûnes très régulièrement. Je me prends pour Tim Ferriss en mode low cost. Et donc tout ça se passe bien, mais il y avait un problème, c'est que j'étais tout seul dans ma chambre. Et ça commençait un peu à me faire chier. Et tout seul en Belgique, il se passe rien. Je sais pas si t'as des Belges dans ton audience, mais en tout cas... t'es le troisième Belge que j'ai aujourd'hui en podcast, mais sinon, pas, c'est nouveau, on va dire. Ouais, parce que vive le Covid, parce que avant le Covid, quand les gens se voyaient en vrai, en Belgique, il se passe rien, quoi. C'est le désert, il se passe rien du tout. Et donc, quand t'es belge, que t'es un peu ambitieux et que t'as envie de faire de grandes choses, et voilà, t'es un peu dans la merde. Et donc, à ce moment-là, j'étais avec ma copine, et elle, un de ses kiffs, c'était une de ses envies, c'était de vivre à Paris. Et donc je lui ai proposé tu sais quoi, on prend un Airbnb, on part à Paris, on reste un mois. Si en un mois, tous les deux, on trouve un taf, on reste à Paris, on vit à Paris. Donc on book, on va à Paris. Elle commence à chasser pour essayer de trouver un taf, moi de même. Parce que là, pour le coup, j'étais prêt à bosser pour une boîte. Alors j'avais mes propres critères, mais j'étais prêt à bosser pour une boîte. Je voulais une boîte très early,
qui avait une ambition d'hypercroissance, où les fondateurs étaient smart, que j'admirais. Ça, c'est un vrai truc. Je bosse pas pour des gens que j'admire pas. Donc, il fallait trouver des fondateurs avec qui, dès la première discussion, j'avais les yeux avec des étoiles. Et donc, je commence à prospecter. Et j'ai une boîte qui me contacte qui s'appelle Pathfinder, qui était une boîte de service de The Family. Elle me contacte et elle me dit on cherche quelqu'un en interne. Alors, je n'étais pas fan de Pathfinder de base. C'est une boîte de conseil pour grands groupes. En gros, ils essaient de faire des POC de produits pendant 6 mois pour un grand groupe. Ils essaient de faire le lancement en fait d'un produit. Et si ça marche, le grand groupe rachète ce produit-là. Et ça coûte très très cher pour le grand groupe de faire appel à Pathfinder. Mais en gros, ils me disent ils cherchent un mec en interne. Je me dis putain, c'est en lien avec The Family. Vas-y, tu sais quoi, je vais quand même passer le premier entretien, on sait jamais. Ça se passe super bien, donc ils me disent ok, super, on kiffe ton profil, on veut que tu commences. Et en gros, ils me proposent de commencer le lundi d'après de quand ils me disent que ça va commencer. Donc ils me donnent une semaine pour un peu de repos et puis j'allais directement commencer chez eux. Et je me dis bon bah cool. C'était pas non plus le taf de ouf, de rêve. Mais en tout cas, je me disais, je vais être dans les locaux de The Family et au moins, je vais assister aux conférences gratuitement. Ça va être cool et je vais mater les conférences et qui vivra verra. Et ça se met, après, je bosserai pour une boîte dans le portefeuille de The Family. Parce qu'en plus, ce qui était cool à l'époque, c'est quand tu étais dans les lieux, tu rencontrais tous les entrepreneurs. Sachant que Pathfinder bossait sur place, dans les lieux, au premier étage. Et je me dis, bah, en fait, ça va être cool juste pour me donner accès à l'écosystème parisien. Et le samedi, avant de commencer à bosser pour Pathfinder, je vois qu'il y a une conférence coup d'état avec Oussama et je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais assister à la conférence. Donc je prends le métro, je vais voir la conférence. Et à la fin de la conf, donc j'avais kiffé évidemment, à la fin de la conf, il y a, je vais près du bar et il y a Oussama qui vient vers le bar. Et moi, je suis contre les groupies. Donc, je déteste quand t'as un mec un peu connu et genre il y a un mec qui l'aime bien et va le trouver, tu vois. Et donc, ma règle, c'était jamais aller voir Oussama en mode groupie, jamais de la vie. Sachant qu'en fait, quand j'avais bossé pour Menu Next Door, j'avais bossé pendant 1 mois sur Paris, parce qu'ils avaient aussi des locaux sur Paris. Et Oussama venait faire des fêtes dans nos locaux. Donc, il venait faire la teuf dans nos locaux. Et nous, on allait aussi, on avait fait nos 1 an dans les locaux de famille. Donc, c'est une putain de teuf de dingue. Et en fait, j'avais entrevu Oussama, on s'était serré la main à l'époque, on s'était échangé 2 mots, mais vite fait, tu vois. Genre, il m'avait oublié. Ouais. Et donc là, je suis devant le bar, et je me dis, tu sais quoi, va quand même lui dire bonjour, et dis-lui que, en fait, tu l'avais vu quand tu bossais chez Menu Next Door, qu'il se souvient certainement pas de toi, mais que tu le remercies pour tout ce qu'il fait. Truc de groupie, tu vois, genre truc, je déteste ça. Ouais. Donc je vais le faire, je vais le trouver. Je dis, en fait, je kiffe vraiment ce que vous faites. J'ai bossé pour Menu Next Door. On s'était entrevus, vous vous souvenez peut-être plus de moi. Et puis il me dit, mais attends, je crois, si, je me souviens. Donc on parle de mon prénom. Il me dit, putain, ouais, je crois que j'ai entendu un mec qui s'appelait comme ça. Mais écoute, désolé, j'ai zappé. Et il me dit, tu fais quoi maintenant dans la vie? Et je dis, bah en fait, j'ai passé un entretien pour Pathfinder là-haut. Et en fait, je commence lundi chez eux. Et il me dit, non mais mec, tu vas te faire chier chez eux. C'est pas pour toi, Pathfinder. Et je Énorme. dis, ok. Il me dit, mais pourquoi tu bosses pas chez nous? Je fais, mais ça veut dire quoi ça, bosser chez vous? Il me fait, bah on a besoin de gens, on a agrandi l'équipe et j'ai besoin de quelqu'un. Est-ce que ça te dit? Et je suis ok, mais je vais faire quoi? Il fait, je sais pas, on va voir, tracasse. Ça te dit, on commence lundi? Et du coup, lundi, à 9h du matin, je me retrouve à signer mon CDI et à commencer à bosser pour eux. Et donc j'ai bossé 1 an et demi pour eux. Et chez eux, en fait, j'ai fait plusieurs choses. Donc, mon rôle principal, c'était d'aider les boîtes de The Family sur toutes les problématiques growth qu'elles avaient. Donc, en gros, je faisais la moitié de mon temps, je faisais des office hours avec les boîtes, donc des calls, Oui. et puis elles venaient sur place, on parlait, j'essayais de voir comment je pouvais les aider sur différentes problématiques. Et le reste du temps, j'ai essayé de lancer des side projects avec Maxime, justement. Donc, un des objectifs, c'était de générer du cash pour l'infrastructure de The Family. Et donc, vu que moi, en fait, j'avais fait du drop, vu que j'avais fait un productized service, en fait, c'était assez naturel pour moi d'essayer de lancer des muses, comme il les appelait. Et donc, j'ai fait ça avec Maxime. On a essayé de lancer plein de choses. Des jeux sur Amazon. S'il est passé, il en a parlé, mais on a essayé de lancer plein de choses. Et donc, je faisais ça avec eux. Et fin 2019, ça commençait à je sentais que j'avais déjà passé 1 an et demi, c'était super cool, je m'étais fait des potes sur place, c'était génial l'expérience que j'avais eue, mais
sauter de projet en projet avec ce studio qu'on essayait de créer, c'était pas un dream pour moi. J'avais envie de focus sur un sujet comme il faut et m'y atteler pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est pas ce que je faisais. Et donc j'ai simplement dit à The Family, écoutez, j'aimerais passer de l'autre côté de la barrière. J'aimerais lancer une boîte. Donc je vais vous quitter en tant qu'employé, mais je reviendrai en tant qu'entrepreneur. Et donc je les quitte, et un mois après, alors avec Shubham, on essaie de lancer une boîte dans le crédit étudiant. Ça marche très bien, on a une super forte traction. On a plein de problématiques de réglementaires et de licences, tout ça, toutes les problématiques que tu peux avoir dans la fintech. Comment elle s'appelle la boîte? Elle s'appelait Flouz, F-L-O-U-Z. Ah oui. Flouz. Et écoute, ça va plutôt bien. On a atteint 1000 demandes de crédit en un mois. Ça se passe vraiment super bien. On avait une super belle traction. Et donc, on était à la phase où on essayait de lever et en même temps essayer d'avoir un partenaire bancaire. Je te passe les détails techniques, mais en gros, on avait absolument besoin d'un partenaire bancaire. Et en fait, on avançait avec un partenaire bancaire jusqu'à ce que le Covid arrive. Et on était en train d'enchaîner nos rendez-vous avec ce partenaire bancaire, rendez-vous de vetting, où en gros il te screen de haut en bas pour voir si c'est ok pour lui que tu sois son partenaire. Et Covid arrive, et du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles. Je te passe aussi ces détails-là parce que ils font mal au cœur, mais plus de nouvelles du jour au lendemain, et au final recevoir un message en mode bon les gars, je crois que le Covid va faire très mal au domaine bancaire et on va pas pouvoir accepter de partenaire tout 2020, donc repasser l'année prochaine. Et en gros on avait un choix avec Shubham, c'est soit on traînait un zombie, donc on traînait un zombie pendant plusieurs mois et on essayait de voir ce que ça donnait. Soit on a essayé de trouver une alternative. Il y avait une alternative, mais elle était un peu complexe, plus complexe que ce qu'on voulait faire, et donc on n'était pas super chaud pour le faire. Ou soit on killait et on faisait autre chose. Et donc on a killé et on a fait autre chose, quoi. Ok. Comment t'as rencontré Shubham d'ailleurs? J'ai remonté sur Snapchat. Je lui ai envoyé un message sur Snapchat en 2016 parce qu'il était à New York. Il bossait pour Mailjet et c'était un Français à New York qui faisait des vlogs tous les jours sur Snapchat sur sa vie de dev français à New York. Et je kiffais grave, et donc il avait un bon following sur Snapchat à l'époque, hein. C'est vraiment, il y avait beaucoup de monde qui le suivait. Et écoute, j'avais kiffé, je lui avais envoyé un message, je lui ai dit un jour si t'es sur Paris, il faut qu'on se voit. Il m'a dit grave, chaud. Et donc ce mois-là où du coup j'ai commencé à bosser pour The Family, j'étais sur Paris, et j'ai vu sur les réseaux qu'il était sur Paris, je lui ai dit mec, il faut absolument qu'on se voit. Donc on s'est vu, on a maintenu une relation, on s'est vu régulièrement, et voilà comment ça s'est fait. Trop cool. Putain, on avait fait le podcast, il m'a même pas parlé s'il avait parlé de Mailjet, mais pas le fait qu'il avait déjà commencé à faire du content sur Snapchat. Ah ouais. Non, sur Snapchat, il était balèze. Il faisait tous les jours, en fait, il avait un vélo, je crois que c'était un Fixie, c'est les vélos de hipster, là. Et il se baladait dans New York avec son téléphone, et il parlait des fois en français, des fois en anglais. Il montrait la vie d'un Français à New York. Et en fait, il kiffe grave Casey Neistat. Et en gros, il voulait faire un peu à la Casey Neistat, mais c'était trop bien, tu vois. C'est vraiment cool. Ouais. Après, il rentrait dans les bureaux en mode selfie, il montrait un peu les employés, il montrait les tableaux remplis de data, de trucs, il montrait des réunions. C'est cool. C'était très bien fait. C'est un précurseur. Ah bah, clairement. Putain, je me demande s'il a pas tout perdu, du coup, sur Snapchat. Des fois, je sais pas s'il les a encore, ça serait stylé qu'il les rediffuse. Ouais, je sais pas, j'ai aucune idée. Bon, en tout cas, maintenant, avec sa chaîne YouTube, il fait du content, il en fait, quoi. C'est pas ce qui manque. Oui, clairement. On a fait un épisode ensemble, d'ailleurs. En plus. Qui est sorti avant que moi je sorte l'épisode avec lui, alors qu'on les a tournés en même temps. Vraiment trop de trucs d'avance. Ok, donc t'as fait ça avec lui. Ça a duré combien de temps, du moment où tu l'as créé? Donc janvier, c'est ça? Ça a duré 3 mois. Ça a duré 3 mois. En 3 mois, au total, on a eu 1000 demandes de crédit. Enfin, le premier mois, on a eu 1000 demandes de crédit. Et on était... enfin, le premier mois, c'était une galère parce qu'il fallait déjà trouver le modèle, essayer de comprendre comment ça marche le domaine du crédit, pourquoi les étudiants, ils n'ont pas de crédit conso facilement. Donc, il fallait comprendre tout ça. Donc, il y avait un mois de vraiment penser le produit et penser l'offre. Puis il y avait un mois de faire de la distrib pour prouver que la problématique était une vraie problématique. Donc c'est là qu'on a eu les 1000 demandes. Et après, il y avait un mois d'avancer avec les partenaires bancaires. Et donc au total, ça a duré 3 mois, quoi. Et je parle rarement de cette aventure parce que
parce qu'en gros, c'est que 3 mois, tu vois, il y a rien de concret qui a été fait. Enfin, si, il y avait 1000 demandes de crédit, Ouais. il y avait des insultes, on se faisait insulter par les étudiants parce qu'au final, on pouvait pas leur délivrer leur crédit. Mais, mais en gros, le projet n'a pas abouti, donc c'est plutôt une anecdote qu'autre chose, mais c'est une bonne anecdote. Mais clairement, mais je pense qu'il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de choses à en tirer de ça quand tu veux un peu comprendre toi qui t'es en tant qu'entrepreneur, puis aussi comment tu entreprends, parce qu'il y a plein de gens en fait qui savent pas comment faire, et il n'y a pas de recette miracle, mais il faut comprendre un petit peu quel est, tu vois, l'invité, et du coup comprendre c'est quoi les moves qu'il a fait pour que Ouais. toi, après, t'arrives à projeter chez toi, qui t'es, qu'est-ce que tu peux faire comme move qui vont aller dans ton sens, quoi. Et du coup, une question qui venait là-dessus, qui m'intéresse sur ce projet, c'est comment l'idée elle vous est venue? Qu'est-ce qui vous a dit, ça c'est une bonne idée, on va faire ça? Ouais, alors pour être super honnête, c'est un mélange entre un copycat et une situation fortuite où Shubham a eu exactement cette problématique-là. Donc en gros, moi, ce que je fais régulièrement, et d'ailleurs après on parlera du podcast et tu comprendras le lien avec le podcast, mais moi je regarde tout ce qui se passe au niveau des boîtes aux US. Genre tous les écosystèmes, tous les marchés, toutes les tendances, j'essaie de les creuser et de les comprendre et de m'y intéresser. Et à ce moment-là, il y avait une boîte qui était en train d'émerger, qui avait une très forte croissance, qui proposait des crédits, plutôt des avances sur futurs salaires à des étudiants. Donc en gros, tu es un étudiant de fac, tu vas terminer, tu es en dernière année d'ingénieur. En général, tu as déjà ta proposition d'offre d'emploi à la fin de ton premier stage, enfin à la fin de ton année, quoi. Ouais. Et en fait, tu as un temps de battement de plusieurs mois où tu sais que tu vas bosser, mais tes études vont bientôt se terminer. Donc t'as l'été ou 4-5 mois. Et là, en fait, tu as besoin de cash pour déménager, peut-être acheter une voiture ou passer le permis, peut-être acheter du matos pour un ordinateur si tu vas taffer, faire la fête avec tes potes une dernière fois pendant l'été parce qu'après tu sais que tu vas charbonner pendant 4 ans sans prendre de vacances. Donc là, tu as besoin de cash. Et en fait, c'est le moment où tu peux leur proposer un crédit. Et la garantie, c'est qu'ils te montrent leur offre d'embauche et le salaire mentionné sur l'offre d'embauche, en fait. Et donc là, ce serait ça la garantie et c'est ça que tu peux leur débloquer. Et du coup, tu peux leur débloquer un montant de crédit basé sur l'offre d'embauche qu'ils vont te montrer. Donc ils travaillent pas maintenant, ils peuvent pas te rembourser maintenant. Donc le remboursement va être délégué. Il va être délégué au premier jour où ils vont commencer à taffer, tu vois. Et donc tu pourrais appeler ça une avance sur ton futur salaire. Ouais. Y a plein de boîtes qui émergent comme des champignons maintenant là-dessus. J'en ai vu une sur les SaaS récemment. Ouais, il y a tout. T'as tout ce que tu veux. T'as vraiment Pipe qui fait ça sur les SaaS. Enfin, t'en as plein. Et mais pour le B2C, t'en as aussi plein. Et aux US, on avait une qui était en train d'avoir une très forte croissance. Et puis t'avais Shubham qui avait exactement cette problématique-là. Et il avait plusieurs potes qui avaient exactement ce problème-là au même moment. On s'est dit, mais putain, en fait, il y a peut-être un truc à faire en France. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de lancer ce projet-là, quoi. Ok. Et du coup, vous avez validé le fait que c'était une vraie bonne idée en faisant le launch alors que vous étiez pas prêt encore, c'est ça? C'est ça, on n'avait rien, on n'avait pas de licence, on n'avait rien du tout. Et moi, je fais du... moi, je suis fervent. Il faut toujours valider l'hypothèse que ton truc il vaut la peine. Et donc, essaye de faker le truc jusqu'au max. Et donc, en fait, on avait faké une landing page où tu pouvais, avec toute la proposition de valeur, où tu pouvais faire une demande de crédit en live, où tu donnais toutes tes informations, t'envoyais ta fiche ton scan de carte d'identité, tu disais combien tu avais déjà emprunté dans le passé, à quelle banque, combien d'années d'études tu avais fait, dans quelle école, où est-ce que tu allais taffer, quand est-ce que tu allais commencer à taffer, plus un scan de ta future offre d'embauche. Donc tu es vraiment un funnel d'inscription pour un crédit jusqu'au bout. Et donc on avait fait ça. Et le but c'était on s'était dit, il faut avoir des étudiants qui apply, et il faut voir si les gens se plaignent parce qu'ils ont besoin de cette solution-là. Si c'est le cas, alors on va vraiment sur cette idée et on fait ça sérieusement. Et écoute, ça a plutôt bien marché, hein. On a eu 1000 demandes, donc c'est cool. C'était quoi le modèle de rémunération que vous avez choisi là-dessus? Modèle de rémunération, c'était du crédit traditionnel, c'est des intérêts. En fait, ce que tu fais, tu peux pas faire ça d'un point de vue marketing pour
au niveau de la réglementation, mais en gros, on vendait ça sous forme d'abonnement. Donc on disait, au lieu de payer un abonnement Netflix, paye un abonnement mensuel pour rembourser ton crédit. Et l'abonnement mensuel, c'était 5 euros et quelques. Donc tu payes 5 euros et quelques, on te débloque un peu plus de 2000 euros. Et tous les mois, tu rembourses ces 5 euros. Et en fait, si tu fais des calculs jusqu'à la fin du jour max que tu peux rembourser, ça fait plus ou moins un taux d'intérêt traditionnel. C'est juste que l'on le marketait autrement. Sachant que c'est interdit, tu peux pas faire ça. Tu dois stipuler le pourcentage, expressément le pourcentage et que c'est bien un crédit, etc., etc. Donc nous, pour faker le truc, on l'avait pas vendu, enfin on l'avait pas mis et après au téléphone, parce qu'on prenait tous les étudiants au téléphone, tous ceux qui applayaient, qui faisaient un apply, et là on leur expliquait bien le modèle et eux en fait ils s'en foutaient. C'était là juste j'ai besoin de thunes. Et en fait c'était là que tu sens le truc, c'est que en fait même les pourcentages d'intérêt, les gens fondamentalement ils s'en foutent. Ce qu'ils ont besoin c'est de l'argent maintenant. Et donc c'est quelle est ta rapidité à les toucher, à leur délivrer un produit financier qui est le crédit. Et à leur donner une bonne expérience post-crédit à travers un produit, quoi. Et c'est ce que cette boîte aux US réussit très bien à faire et c'est ce qu'on voulait faire, quoi. Oui, mais c'est le modèle de la crédit à la conso, c'est pour ça que c'est super mal vu, c'est parce que souvent c'est mal écrit les pourcentages et que tu te fais douiller à fond, mais parce que les gens ils ont tellement besoin de thunes, parce qu'il leur arrive un problème ou quoi, qu'ils sont prêts à tout et ils lisent pas trop. Et après, en fait, t'as un taux variable où tu te fais défoncer. T'as pas compris pour pourquoi. le coup, on a poncé le crédit et c'est vrai que le crédit, ça. Alors, c'est vachement encadré par contre. C'est surtout le crédit conso. Le crédit conso, c'est un des produits les plus encadrés. Le produit B2B, c'est standard. Tu veux faire aujourd'hui une boîte dans le crédit B2B, t'as des playbooks. Tu fais A, tu fais B, tu fais C. C'est bon, t'as ta boîte, tu peux lancer. Dans le crédit B2C, c'est super lourd parce qu'en fait, c'est ultra encadré. Surtout en Europe, c'est genre t'as 1000 étapes techniques à passer avant de pouvoir délivrer un crédit consommateur. Donc c'est très 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 encadré. Ok, c'est un des trucs qui t'a donné aussi parce que là du coup il a abandonné le projet, tu l'as pas repoussé dans un an. Ouais. C'est un des trucs qui t'a fait abandonner sur ce sujet-là. Non, le côté légal et les barrières, c'était pas un problème. Au contraire, c'était un avantage parce que une fois que tu les casses, la compétition elle doit aussi les casser, mais toi tu les as cassés avant eux. Donc quand tu es sur un marché réglementé, c'est cool ça, c'est de pouvoir de passer toutes ces étapes, toutes ces barrières, parce que les autres ils vont devoir aussi passer par là et c'est long à faire et tu sais du coup que ça va en démotiver. Ça décourage, ouais. De ouf. Après maintenant t'as plein de boîtes, donc nous on faisait du crédit, mais par contre si tu veux faire en B2C de la carte bancaire ou du compte bancaire, ça c'est super simple maintenant, même si c'est encadré, c'est très simple à faire. Tu délègues à quelqu'un, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu délègues à un prestataire, t'as Tezos, je crois. Trésor. Trésor. Ouais, t'as Trésor, au UK, t'as Railsbank qui fait ça. En gros, c'est vraiment des services que tu payes et eux, ils délivrent tes cartes, ils te mettent au carré légalement, c'est eux qui supportent les risques. Donc tout ça, c'est assez bien fait, quoi. Et ça n'existe pas du tout dans le crédit? Non, dans le crédit, non. Dans le crédit B2B, oui. Il y a des choses qui se font, mais dans le crédit B2C, c'est une galère as fuck. Et t'as une nouvelle boîte là au UK, enfin aux États-Unis justement, mais après on va pas. Je vais pas te balancer plein. Enfin, c'est pas le but, mais je vais pas te balancer 10 000 idées comme ça. Mais il y a une super boîte qui vient de faire le dernier YC en Angleterre, aux États-Unis, qui justement permet à des boîtes de proposer du crédit B2C dans leurs produits. Donc en gros c'est une API sur laquelle tu vas te plugger et en fait tu peux, si tu veux, proposer à tes clients B2C. Donc je sais pas moi, t'as une app, t'as un social media, t'as une app de social media. Si tu veux, dans ton app tu peux proposer des crédits en fait. Et au lieu de toi-même ça peut être utile pour l'achat en plusieurs fois, parce que tu sais genre en France tu peux pas le faire plus de 2-3 fois je crois. Alors il y a ça, mais par exemple je sais pas moi, en fait imagine les use cases, t'as Instagram. Tu vas créer une boutique sur Instagram, donc tu vas pouvoir bientôt acheter sur Instagram. Déjà, tu peux le faire en partie sur certaines personnes. Peut-être qu'à côté, tu auras un bouton en mode déclencher un crédit maintenant, tu vois. Et Instagram, au lieu de développer leur propre solution de crédit, ils vont se plugger à une boîte tierce qui, elle, c'est le Stripe du crédit, quoi. C'est ça, ouais. Et donc, il y a des choses qui se font.
En tout cas, il y en a beaucoup aux US là qui se montent, et comme d'habitude sur la fintech, d'abord aux US t'as tout qui se fait, et puis nous on copiera en Europe, quoi. C'est pas que sur la fintech, hein, c'est sur plein de sujets, Ouais, je trouve. sur plein de sujets. C'est 100%. Ouais, Regarde, mais ce tu podcast, vois, c'est une copie d'Indie Hackers, ça, non, mais carrément. ouais, non, J'ai juste pris le concept et je l'ai repris. on est d'accord. Mais par contre, ça se fait beaucoup dans la fintech. Par exemple, là, tu as des pipes qui sont en train de naître. Donc, tu as parlé de pipes. En gros, c'est de l'avance sur futurs revenus pour les SaaS. Et ça, tu as des pipes qui arrivent en France. Tu as 2-3 pipes là qui sont en train de se lancer, qui lèvent. Et donc, un jour, tu auras un service d'API pour du crédit B2C, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser à Rocket Internet. C'est carrément, Ouais. ils ont pris le concept de tout va plus vite aux États-Unis. Alors du coup, ils créent des sociétés qui existent aux États-Unis dans d'autres pays en Europe, quoi. Grave. Et ouais. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Le Rocket, c'est bien aussi. C'est cool. Non, mais je pense que c'est cool. C'est Ça cool. fait Et gagner du puis, clairement, puis c'est un super moyen d'apprendre énormément parce que en fait créer une boîte de zéro, trouver l'idée tout seul qui n'existe pas ailleurs, etc. C'est énormément de choses à apprendre, Ouais. et c'est super dur. Alors que si tu commences par un concept qui marche déjà ailleurs et tu le reproduis en vérifiant qu'il peut marcher là, bah, tu vas apprendre moins de choses, mais tu vas quand même apprendre énormément sur la route, et du coup tu vas devenir un meilleur entrepreneur. C'est un super bon entraînement. D'ailleurs, tous les mecs qui ont fait Rocket Internet ou en France c'est eFounder, qui est dans le même genre un petit peu, bah après c'est des machines, ils font des boîtes de ouf, parce que bah Non, t'as je suis le d'accord. playbook, J'ai quoi. rien contre le copycat, attention, hein, j'ai rien contre. Au contraire, et d'ailleurs, j'ai rarement vu des boîtes qui sont pas des copycats. Même, c'est des copycats améliorés, c'est-à-dire qu'ils sont adaptés à leur propre marché. Mais, et il y a des très belles boîtes, même en France, qu'on a, qui sont des copycats améliorés. Et c'est vrai, comme tu dis, la partie idéation, elle est très très complexe. Et du coup, si tu peux skip cette partie-là et directement après, c'est pas parce que tu fais un copycat que ça va réussir, parce que effectivement, t'as les problématiques de marché que tu dois comprendre sur ton propre marché, et ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un bon bypass de faire un copycat, quoi, clairement. Putain, ce serait une idée de ouf, ça, au lieu tu sais, de laisser les gens copier et de faire ce qu'ils peuvent, qu'il y ait des startups qui marchent, qui peuvent vendre leur modèle à d'autres, tu sais, genre en mode un site copycat, achète ton copycat pour ton pays, quoi. Et comme ça, t'as genre Uber qui te vend tous ses playbooks tout prêts. Après, ils sont connus, hein. Honnêtement. Par exemple, là en France et en Europe, T'as une nouvelle, c'est un nouveau truc de copycat que là tout le monde fait. Moi, sur le podcast, j'ai recensé, j'ai parlé je crois que c'était vers Noël, j'ai fait un épisode sur cette boîte-là, sur ce modèle-là. Il y avait 9 boîtes à l'époque en Europe, en moins de 6 mois, et maintenant il y en a une vingtaine en moins de 6 mois. Elles ont toutes levé, en moins d'1 an, elles ont toutes levé en Europe. C'est les fast delivery de supermarchés. Donc, Ah en oui, gros, j'ai écouté le podcast. Ouais, et tu vois, donc ils copient tous GoPuff, qui est une billion aux États-Unis, qui fait ça. Et en France, t'as Kajou, par exemple, qui est la française la plus connue. Là, t'as Gorilla qui vient d'arriver. Gorilla, c'est le plus balèze. C'est devenu une billion-dollar compagnie il y a 3 semaines. Ils ont levé plus de 200 millions. Et ils ont déjà toute l'Allemagne. Là, ils attaquent la France. Et je crois qu'ils vont faire très, 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 très mal en France. Parce qu'ils ont énormément de cash. Ils ont des vrais talents. Je vois la vitesse où ils recrutent et les profils qu'ils recrutent. S'ils prennent que des top players, et je pense qu'ils vont faire très très mal à la France. Ça va être une histoire à la Deliveroo. Ça veut dire il y a un seul winner qui va gagner. Tous les autres, Take It Easy, Foodora, etc., ils vont se faire défoncer. Enfin, ils se sont fait défoncer à cause de Deliveroo, grâce à Deliveroo, à cause de Deliveroo. Chacun voit comme il veut. Et ça va être la même chose avec ça. Et je pense que le gagnant va être Gorilla. Mais on verra. Soit. Ce que je veux dire par là, on met c'est 50 balles. mais ce que je veux dire par là, c'est que les playbooks, tu les connais en fait. Le playbook de GoPuff, il est connu. Du moment où il dépasse la série A, série B, série A c'est encore jeune, mais série B, série C, tu les connais les playbooks. C'est-à-dire que tu vas parler, si tu es un peu connecté, tu vas parler avec le VC qui est connecté avec un autre VC qui a fait le round de la série C. Et vu qu'ils parlent tous entre eux parce qu'ils savent pas se taire, les playbooks, tu les connais, quoi. C'est rare quand tu connais pas un playbook d'une boîte série B, série C aux US, tu le connais, quoi. Tu peux le répliquer facilement.
Et après, c'est quelle boîte tu copies, pourquoi tu la copies, quel est l'intérêt de la copier, est-ce que ça fait sens en Europe, ça c'est d'autres sujets, quoi. Clairement. Oui, après, c'est est-ce que ton marché va marcher, est-ce qu'il va répondre bien. J'ai un super exemple en tête qui est les Gobi Bike, les vélos, tu sais, ça marchait partout, et c'est arrivé en France, ils se sont fait détruire, ils sont repartis la queue entre les jambes au bout de 3 mois, parce que tous leurs vélos ont été détruits ou volés. Ouais. Non, de ouf. Alors qu'ils avaient un super playbook, hein, partout où ils se lançaient, ça marchait de ouf, ça arrive en France, hécatombe. Donc ouais, je pense que c'est un très bon exemple qui montre que t'as beau avoir le playbook, il faut quand même savoir dans quel marché il faut tu vas. l'exécuter, et il faut bien l'exécuter, ouais. C'est ça. Ok, on a fait pas mal de trucs, hein. Ça fait 1h04 qu'on parle, on va essayer de revenir sur mes sujets finaux, et normalement on devrait arriver en douceur vers les 1h20, 1h30. Du coup là on a parlé de... tac, et bien on arrive à The Farm Spot. Tu l'as lancé quand ça ? C'est un podcast que j'ai lancé en novembre avec un pote qui s'appelle François, qui était l'ancien growth de Spacefield, qui est une boîte qui grossit plutôt pas mal en France. Et en gros, on est potes depuis qu'on a fait le wagon. En fait, on a fait le wagon ensemble. Ok. Et en fait, on a de suite matché humainement. On a les mêmes centres d'intérêt, on a les mêmes passions, on a les mêmes plaisirs. On est assez différents au niveau du caractère, et on est très curieux, mais de deux façons différentes. Et en fait, on a des discussions permanentes sur les derniers trucs qu'on vient de voir, le dernier side hustle qui cartonne sur Twitter, la dernière boîte qui vient de lever mais que personne ne connaît parce que c'est un truc underground et c'est sur un marché hyper underground et c'est pas sexy, mais en fait pour nous c'est super sexy, donc il faut absolument en parler. Ouais. Et donc on a plein de discussions comme ça, et on s'est dit pourquoi on n'en ferait pas un podcast, et donc on a commencé ça en novembre. Donc c'est le format du podcast, c'est 1 heure, 1 heure et demie, discussion amicale entre deux personnes. C'est freestyle. Donc ça veut dire qu'on a quand même des points, on dit ok, aujourd'hui j'aimerais parler de ça. La personne en face, elle a ses points à elle. Elle sait pas de quoi l'autre va parler, et c'est du ping-pong pendant 1 heure, 1 heure et demie. On a essayé d'apporter de la valeur aux auditeurs, mais c'est pas la règle de base. La règle de base, c'est de se faire plaisir sur le podcast. Ouais. C'est de passer une bonne heure ensemble et de vraiment apprendre des choses et de rigoler et de se faire plaisir. Si ça plaît à des gens, tant mieux. Et alors depuis, ça a l'air de plaire. On a approximativement, là on a regardé les stats récemment, on a plus ou moins 2000 écoutes par épisode. Et on est à 24, on va publier le 24e épisode ce week-end. On fait un épisode par semaine. Et l'objectif, c'est de faire 100 épisodes, un par semaine. Quand on aura atteint les 100 épisodes, on verra ce qu'on en fait. Est-ce qu'on a assez d'audience ? Est-ce que les gens ils kiffent ? Est-ce qu'ils en veulent encore ? Si oui, on continue. Et on verra. Ok, trop bien. Je suis auditeur et j'aime bien les sujets comme ça. Je pense qu'il y a Magma aussi qui fait un peu ça, la newsletter, où j'avais reçu Arthur d'ailleurs, où il sort plein de sujets que tu n'aurais pas du tout, enfin des tendances qui sont en train de sortir, avec une analyse super complète, et j'aime bien. Et vous, ça m'a fait penser un peu à la même chose, où tu me sors des sujets sortis de nulle part, et en fait c'est ultra connu, mais dans la niche en question, quoi. Et je trouve ça super cool. C'est un peu l'idée que j'ai dans le podcast, c'est d'aller montrer qu'il y a plein de sujets trop bien que tu peux faire. Tu peux trouver un sujet qui te plaît, en faire un vrai business. Faut juste fouiller comme il faut et trouver qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui est un vrai problème, qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour, quoi. Grave. Et tes auditeurs, du coup, c'est quoi exactement ? Parce que moi, j'ai écouté un épisode, celui avec Julien justement. Mais en temps normal, c'est quoi les auditeurs ? Les auditeurs de Indie Maker, c'est la plupart du temps des gens qui veulent se lancer, qui veulent créer un projet, tu vois. Et en fait, je target un peu les gens qui ont pas le réseau, qui ont pas le... Tu sais, pour faire une start-up, parce que quand tu veux faire une start-up, tu vas aller lever des fonds et tout ça. Et du coup, si t'es pas sorti de bonnes écoles ou que t'es pas dans le bon groupe de potes à Paris, ça va être super dur. Et du coup, je target ces gens-là, en fait, pour leur dire, il n'y a pas besoin d'avoir tout ça, tu peux faire un projet, il suffit juste que tu le fasses intelligemment, et du coup j'interviewe des gens qui le font intelligemment, leur projet, et qui les startent, et voilà, du coup j'essaye, c'est de l'éducation, une cible qui existe, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui mettent vachement sur un piédestal le côté start-up,
on va lever des fonds mais qui savent pas y aller. Et ils sont un peu genre en mode je rêve de faire un truc mais je sais pas comment le faire. Donc t'as plein de gens qui essaient de bootstrapper des projets et de vivre tout seul, enfin d'essayer de faire des projets à deux ou au solo et qui avancent comme ça. Trop cool. Trop cool. Bah écoute, sur le podcast, je balance plein d'idées. Des fois, on parle de startups qui viennent de lever avec des stratégies particulières, mais des fois, on parle de gens qui font des side hustles qui génèrent 30, 100 K tout seuls. Et il y en a plein des idées, quoi. Enfin, il y en a des centaines et des milliers et il y a de quoi se faire plaisir, quoi. Faut juste choisir sur laquelle partir et tout donner, quoi. Mmh. Clairement. Et puis, j'ai rencontré des gens improbables. Je suis deg parce que j'avais un super sujet à faire et le mec est parti, il a fermé le business et il veut pas en parler finalement. Mais le mec il vendait des rennes de fourmis sur internet. Il les élevait et le mec faisait 20K par mois avec ça. Et j'étais là, je fais mais c'était un génie, mec. C'était un génie. Genre, il kiffe les fourmis. Ouais. Non, mais c'est ouf. Et dans la même veine, je connais une boîte qui vend de la toile d'araignée. Et ils ont des cultures d'araignées. Et ils leur font faire des toiles et ils revendent des toiles. C'est une boîte qui s'est lancée. Je suis trop chaud de l'avoir dans le podcast. Il y a un an. Ouais, bah, si tu veux, je te les retrouve. Bah, en fait, ils sont chez The Family. Okay. Et ils les ont rejoints il y a un an, plus ou moins. Et je sais pas c'est quoi le positionnement qu'ils ont maintenant. Je suppose que c'est un positionnement B2B. Je suppose qu'ils vont vendre ça soit à de la recherche ou soit à des boîtes qui ont besoin de tissus de toiles d'araignée. Mais ouais, en gros, les mecs, ils sont fans d'araignées. Ils ont plein de colonies là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Ils ont plein de boîtes. J'avais vu des photos. Donc ouais. Donc ouais. Non ouais. C'est vraiment très drôle comme business. Mais je trouve ça super. Parce que ça montre vraiment que tu peux faire un business de tout si t'es malin et que tu trouves vraiment qu'est-ce qui manque et quel est le truc à résoudre que personne ne fait, quoi. Ok, très bien. Et on va pouvoir passer sur mes petites questions finales. Est-ce que t'as des projets futurs ? C'est quoi tu génères comment du revenu actuellement, là, du coup ? Déjà. Actuellement, je fais du freelancing à carton pour une boîte qui s'appelle Live Mentor. Ah ouais. Donc je fais ça à carton. Carton, ça veut dire 2 heures par jour. Ça me permet de vivre. Depuis un an, j'avais pas mal d'argent de côté, donc je réinvestis tout cet argent là en crypto. Donc ça fait un an maintenant, début 2020, que je passe 2 à 3 heures par jour dans la crypto. Donc dans la crypto, c'est-à-dire lire, parler avec des gens. Et essayer de placer mes pions comme je peux. J'ai co-lancé, j'ai rejoint le projet après, mais il est en cours de route, un projet à mi-chemin entre ce que je faisais avant et la crypto. Donc c'est un e-commerce qui vend du merchandising et des NFT. Donc les NFT, c'est des... je sais pas s'il faut que j'explique ce que c'est un NFT, mais en gros, c'est... Si tu peux. C'est l'acronyme pour Non-Fungible Token, et en gros, c'est... Pour vous la faire simple, c'est tout ce qui est sur la blockchain mais qui n'est pas financier. Donc ça peut être de la musique, ça peut être de l'art digital, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais fondamentalement, un non-fungible token, c'est tout ce qui est déposé sur la blockchain mais qui n'est pas un actif financier. C'est la meilleure explication que j'ai jamais entendue. C'est trop simple de dire ça en fait. Ouais. Bah après, ouais. Et, c'est imparfait bien sûr, mais c'est... Et du coup, on a un e-commerce où on vend des fringues, des casquettes, des hoodies, vraiment du merchandising et des NFT sur une brand bien spécifique. En fait, on s'est collé à un projet qui s'appelle Sushi. On s'est collé à ce projet-là et on a repris leur branding. On leur demandait si on pouvait, on a repris leur branding et du coup, on a créé des fringues et des NFT en lien avec ce branding-là et on les vend. Donc, je fais ça, c'est un autre carton de mon 3 cartons qui me reste, je le dédie à ça. Je sais pas combien de temps ça va durer, ça fait quelques mois que je fais ça, c'est cool. On verra où ça nous mène. En tout cas, ça me permettait de mettre un pied concrètement dans une communauté crypto. Parce que la façon la plus simple dans le monde de la crypto de vraiment apprendre les choses, c'est de participer à la communauté. C'est très particulier comme façon de voir la participation à un projet. C'est t'applies pas pour être employé, c'est tu participes sans demander la permission.
Et si tu apportes de la valeur à la communauté, alors les gens vont le remarquer, ils vont te reward pour ça. Et donc je fais ça. Ça, c'est le pay it forward à fond. Ouais, clairement. Donc je fais ça. Et alors là, récemment, on a décidé de lancer un petit projet avec François et une troisième personne. J'en dis pas plus parce que c'est en cours de développement et c'est vraiment c'est tout récent. Le podcast il sort dans 10 semaines, tu peux y aller. Mais je sais pas si on y sera, mais en tout cas, si ce sera déployé, j'espère vraiment qu'on arrive à déployer ça parce qu'il y a des vrais sujets techniques là-dessus. Mais en gros, grosso modo, on va aider les marketeurs à produire de la copie de qualité en français. Donc les marketeurs ont tous une problématique qui est celle de écrire de la copie tous les jours de qualité. Ah mais je crois que je l'ai vu passer ça. T'en as parlé déjà quelque part. T'en as pas parlé dans The Farm Spot? J'ai parlé d'une boîte qui fait ça aux US. Oui. Il y a copy.ia. Copy.ia, c'est ça. Et Headline. Il y a Headline qui vient d'être acheté par Copy. Qui vient d'être acheté. Non, par un autre compétiteur. Ouais. Mais en gros, toutes ces boîtes-là, elles font très bien ces choses-là en anglais. Elles te permettent de le faire dans les autres langues. Mais c'est pas ouf. Mais elles le font très mal dans les autres langues. Oui, et du coup, nous, on essaye de bien le faire, comme eux le font en anglais, mais sur le français. Et c'est des vrais sujets techniques, c'est pas facile. Donc, si on y arrive, ça sera public. Si on n'y arrive pas, on verra ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que tu te bases sur OpenAI ou tu sur fais OpenAI, sur OpenAI. C'est le meilleur algo que tu puisses avoir à l'heure d'aujourd'hui sur ce sujet-là. Ils sont tous dessus d'ailleurs. Ils sont tous dessus. Mais vraiment le français c'est un vrai sujet parce qu'il est pas ouf le résultat et nous on veut qu'il soit ouf. Et donc si on arrive à le rendre ouf, voilà. Donc il y a un mec de comment il s'appelle le mec de The Family qui fait Aria, l'application pour les podcasters? Oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, je vois. Ouais. Et pareil, j'ai essayé l'application. Non, c'est pas Jean. Ouais. Si. C'est Jean quelque chose. Jean, je sais plus. Mais vas-y. Mais oui, je vois. Ouais. Et du coup, pareil, j'ai testé l'application. J'en ai testé plein pour traduire les podcasts en texte. Et à chaque fois, c'est pas ouf. C'est super dur de faire un truc en français propre. Parce que les IA elles sont entraînées en anglais comme des brutes. Eux, ils utilisent OpenAI? Non, je crois pas. Je crois que c'est ça le problème. Et peut-être qu'ils sont en train de l'améliorer et ils cherchent vraiment à le faire bien, donc ça arrivera à un moment donné, je pense. Ok. Mais ouais, donc ça c'est dans le four. On verra. Si on y arrive, on sort ça. Si on n'arrive pas, on verra ce qu'on fait. Mais voilà, donc je fais le podcast et alors à côté le podcast. Alors le podcast ça me prend pas beaucoup de temps. Juste avant cet épisode-là, j'étais en train de monter l'épisode qu'on a tourné hier. Et en soi, vu qu'en fait on prépare pas vraiment les épisodes parce que c'est des sujets qu'on aborde, c'est des sujets. C'est des trucs que vous fouillez c'est ça. Donc on pourrait considérer ça comme du taf, c'est-à-dire que je passe au moins 2-3 heures par jour à lire Twitter, lire des articles, aller sur des sites, essayer de comprendre des choses. Et en fait, je fais ça depuis tout le temps. Enfin, depuis toujours, je fais ça depuis que j'ai 20 ans. Et du coup, on pourrait considérer ça comme du taf. En soi, il y a des gens qui sont payés pour faire ça. C'est ce qu'on appelle des analystes dans les fonds. C'est leur métier. Alors, ils font ça mieux que moi et de façon beaucoup plus approfondie. Mais moi, je fais ça naturellement et ça m'amuse. Et du coup, t'en as fait un média. Ouais, c'est cool de faire. C'est un peu comme, je suppose, ce que tu fais là, tu le fais assez naturellement. Et clairement. Et c'est cool d'avoir une façon de s'exprimer, un médium sur lequel on ne doit pas se forcer où ça devient naturellement, quoi. Ça, c'est plutôt cool. Ah oui, moi, c'est la trame, je l'ai écrit une fois, je l'ai modifiée quelques fois, mais elle n'a pas bougé depuis. C'est toujours la même. Ce que je fais, c'est que je book des rendez-vous à l'avance, comme tu as vu, on avait booké super longtemps à l'avance. Et après, on tourne, et après, c'est Antonin Archer, le mec de Nouvelle École, qui a créé Nouvelle École, qui monte les épisodes et je le paye pour ça. Et voilà. Donc du coup, je passe un super bon moment, tu vois, avec toi, avec tous les gens avec qui j'ai parlé. Et après, la production, elle est plus ou moins automatisée. Je fais de la publication et je reparle des épisodes sur une newsletter qui me sert à faire plus d'auditeurs sur le podcast. T'es à combien là au niveau des auditeurs? Alors regarde, hop, je vais te le dire en direct. Si je vais sur encore, là actuellement, j'en ai parlé il y a pas longtemps sur Twitter. Je l'ai sorti. Là, j'ai 27 000 écoutes. Je suis à 6.
Non, en total. Ok, En total. je t'ai dit, Grosse machine. Non, et en estimate audience, je suis à 595 par épisode en moyenne, avec, il me dit en unique listener à 680. Ça dépend Ok. des fois. Là, dernièrement, j'ai fait 3 ou 4 épisodes qui ont fait plus de 1500 écoutes chacun. Et les Ok. 3 derniers qui sont sortis, ils ont un peu floppé par rapport à ceux d'avant. Ils ont fait 500, 600. Et Parce comment que, Vas-y, ouais. pardon, t'allais dire un truc parce que... En fait, l'explication elle est simple, c'est que quand tu prends des mecs qui sont en side hustler, ils sont pas connus et du coup ils ont pas de réseau, donc du coup il y a pas de résonance chez eux, donc c'est toi-même qui fais le truc. Et là où j'ai eu des pics, c'était des gens qui étaient un peu plus connus et du coup ils en ont parlé et forcément ça a doublé, C'est ça triplé que les je écoutes. me disais, parce que les podcasts où tu as un invité, c'est cool parce que tu peux piggyback sur l'audience de l'invité, et plus l'invité a une grosse audience, mieux c'est pour toi. Et Ouais. nous, du coup, on a un podcast, on est que deux, on n'a pas d'invité, on en a un de temps en temps, on en a eu deux au total. Mais c'est chaud de faire grossir un podcast où t'as pas d'invité, parce que du coup c'est toi qui dois aller chercher à chaque fois les nouveaux auditeurs. Et toi, comment tu fais grossir tout ça? Donc à part les invités, à part ta newsletter, est-ce que tu as mis en place d'autres choses? Est-ce que tu as vocation à le faire? Ouais, j'ai mis d'autres choses en place. J'ai essayé plein de choses. Si tu veux, j'ai fait la même formation que toi de The Family sur le growth quand j'étais à Ok. U2U. Alors que j'étais dev, mais vu qu'on était dans le pool de The Family, j'y ai eu accès. Et du coup, grâce à ça, j'ai appris à faire plein de choses pour U2U et à faire grossir un peu la communauté. Donc, on a grow hacké plein de groupes, Facebook qui avaient rien à voir, mais où on savait que des gens qui avaient des intérêts pour le business, ils pouvaient être là-dedans. Donc, du coup, on arrivait à poster des messages, à faire de la pub pour le projet du genre, tu sais, on était sur Wanted Bon Plan, qui est un super groupe où il y a des millions d'utilisateurs, sauf que c'est interdit de faire de la pub. Du coup, on avait des trucs un peu du genre, est-ce que vous connaissez un business qui pourrait me permettre de livrer des trucs un peu sur ma route, tu vois? Et un autre mec de l'équipe disait, ah ben ouais, U2U. Des trucs comme ça, bon, on s'est fait trigger plein de fois, mais en attendant, on a récupéré plein de leads. Du coup, j'essaie de faire un peu pareil pour le podcast. J'essaie de trouver des groupes d'intérêt ou des gens qui ont des intérêts. Et je viens avec soit une idée contradictoire, par exemple, je vais sur tous les groupes de start-up et je défonce le modèle levée de fonds en disant, mais c'est pas pour tout le monde. Et du coup, tu vois, les gens me disent, ah, mais t'es qui pour dire ça ou je sais pas quoi. Et du coup, je dis, bah moi, je fais le podcast, tu vois. Je me présente, salut, c'est moi. Ok. Donc j'ai fait un peu ça. J'ai pas mal posté aussi sur LinkedIn. À un moment donné, j'étais hyper actif. Là, je le fais beaucoup moins. Mais j'ai beaucoup eu de posts où je faisais des posts très contradictoires, genre où je défonce une catégorie de personnes ou un sujet particulier, je donne un avis vachement contre-intuitif, et du coup il y a plein de gens qui viennent réagir et qui me détestent sur le post, tu vois, la Grégoire Gambato. J'ai fait ça longtemps avant lui d'ailleurs, mais pas aussi poussé. Et ça marchait super bien, et dans les commentaires je m'excusais à fond en mode oui je sais, je suis désolé, c'est mon avis, ça veut pas dire que c'est une généralité, etc. Mais je fais ça, coucou, regardez. Et Vrai sujet ça, parce que je sais que ça marche, mais j'ai du mal avec ça. Et mais je sais que ça marche, et je comprends l'utilité, et je sais que si un jour je vais avoir besoin de LinkedIn, ouais. ce qui va arriver un jour, je sais que je vais devoir jouer aussi à ce jeu, tu vois. Et c'est dommage. Du coup, si tu as des exemples de mecs qui arrivent à faire grossir leur business grâce à LinkedIn sans prendre ce côté j'essaie de tout clasher, dis-le-moi, parce que ça m'intéresse. J'aimerais pas tomber là-dedans, mais en tout cas pas dans l'excès, quoi. Ah ben en fait, si tu veux, c'est trop facile d'aller au clash, c'est trop facile parce que tu te bases sur le biais des gens primaires, qui est que quand ils sont pas d'accord, ils l'ouvrent. En France, en tout cas, ça marche à fond. Et du coup, c'est comme tous les derniers articles que tu vois dans les gros médias, c'est pour amener des gens pas contents, des gens qui discutent, et du coup, ça nourrit la machine à buzz, quoi. Ça, c'est le principe de base. Après, en fait, tu l'appliques comme tu veux. Soit tu t'en sers un petit peu pour faire juste un titre un peu putaclic, comme on dit sur YouTube, qui va amener finalement les gens à cliquer, alors qu'en fait c'est pas exactement ça qui va se passer dans la vidéo en question. Donc tu peux faire ça sur LinkedIn, sur ta première phrase d'accroche, pour qu'après ils ouvrent le post, et à partir de là t'as gagné, t'as commencé à avoir un lecteur.
Ou sinon, j'ai rencontré pas mal de gens qui font du reach sur LinkedIn et ils font du paid forward à fond. En gros, tout ce qu'ils feraient dans un coaching ou dans des vidéos YouTube où ils te provident de la valeur, ils le font sous forme de post. Ouais, voilà, à l'écrit. Et du coup, tu crées une audience grâce à ça. Il y a par exemple notre ami Maud que j'ai eu dans le podcast. Je vais pas savoir son nom de famille, mais tu vois peut-être de qui je parle. Ça, je suis totalement pour. Faire du post en mode apporter de la valeur, c'est trop bien. Et on est bien d'accord. Et c'est ça que je veux faire, tu vois. Mais par contre, je sais que essayer d'être contrariant à tout prix, ça marche aussi. Et j'aimerais vraiment pas tomber là-dedans, quoi. Parce que... je l'ai fait pour m'amuser, pour comprendre, tu vois. Maintenant, je le fais plus. Mais du coup, j'ai beaucoup moins de reach qu'avant. Mais c'est un peu moins... C'est éprouvant, tu vois, de faire ça et de devoir après t'excuser d'avoir dit de la merde, parce que forcément, tu vas en dire des conneries, tu vas être mal informé, enfin. Et puis, des fois, tu vas froisser des gens, donc faut soit être profondément un gros con, convaincu de ces trucs et d'être ok de froisser des gens, ce qui n'est pas mon cas. Donc du coup, j'ai essayé de derrière rattraper les pots cassés que je faisais et prouver que je suis pas juste un gros con, c'est juste que je donne un avis tranché pour faire du reach, quoi. Non, ça va, t'as pas l'air d'être un gros con, ça va, je valide. Je valide. Merci. Merci. Mais du coup, j'ai arrêté de le faire, tu vois, et maintenant j'ai beaucoup moins de reach. En plus, là, j'ai fait une grosse pause sur LinkedIn pendant un moment. J'ai essayé des outils un peu obscurs, genre l'Empod, etc. Donc je me suis fait un peu shadowban de LinkedIn. Donc du coup, je suis en train d'essayer de recréer un peu de la valeur. Là, je les redistribue. Aujourd'hui, j'ai republié une vidéo d'extrait d'un podcast, tu vois, pour essayer de vraiment de rediffuser de la valeur et de faire que les gens y te suivent parce que tu provides quelque chose de bien, plutôt que parce que tu cherches le clash et que voilà quoi. C'est à un moment donné, tu vois, par exemple Grégoire, j'ai parlé avec lui d'ailleurs il y a pas longtemps, mais à un moment donné, ça m'avait fatigué, quoi, le fait qu'il poste tout le temps des trucs ultra clivants et des avis des fois où tu te dis mais pourquoi tu parles de ça, quoi. D'ailleurs, il le fait de moins en moins, hein. Si tu regardes ses posts maintenant, c'est beaucoup plus il parle de la valeur de ce qu'il fait dans Germinal et tout ça s'est transformé. C'est comme le dropshipping, je pense que c'est un truc où tu peux vite exploser, mais après t'arrêtes parce que ça marche pas une vie, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça. Ok. T'as d'autres questions Ouais, j'ai d'autres questions. On va terminer de toute façon là. J'ai 3 questions d'ailleurs que je t'ai pas présentées au début, mais oups. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Oh merde, je sais pas. Je te l'ai pas dit du coup. Pas préparé. Aucune idée. Dis avant qu'on... Attends, lancer le podcast, tu veux dire? Non, avant que tu te lances dans tes projets. De manière générale. Ok. Je pensais le podcast, je fais putain merde, je sais pas. De manière générale, c'est une vraie question piège. C'est une vraie question piège parce que j'ai fait plein d'erreurs. Je pense que malgré les erreurs que j'ai fait, du coup ça a quand même marché. En tout cas, il y a un truc, c'est de pas je l'ai fait très vite au début, de pas overlearn. Overlearn, c'est quoi? C'est quand tu fais une erreur. T'as fait un projet où t'es en train de faire quelque chose, ça échoue ou ça va pas bien. Et du coup, juste avant que ça échoue, ça va pas bien, t'as fait une erreur. Et du coup, tu te dis, ok, cette erreur, c'est la cause de l'échec. Et du coup, je ne vais jamais plus faire cette erreur. Et du coup, le problème, c'est que très souvent, l'erreur que tu as fait n'est pas vraiment une erreur. C'est peut-être même pas la cause de l'échec. Et peut-être que tout le contexte qui va avec, ouais. C'est ça. Et peut-être que la façon dont tu as fait l'erreur, dans un autre contexte, au contraire, ça aurait vraiment bien fonctionné. Et donc, l'overlearning, c'est de dire, ok, mais il m'est arrivé ça, jamais plus. Tu vois. Et ça, je le faisais au début. Et du coup, des fois, je me suis coupé l'herbe sur le pied pour plein de choses et j'aurais pas dû le faire. Mais sinon, à part ça, parce que bon, ça c'est un apprentissage général, mais sinon, juste crois en toi, quoi. Enfin, crois en toi, tu peux le faire. Il y a plein d'autres personnes qui le font, donc pourquoi toi tu le fais pas? Ça, c'est un truc aussi. Je me suis souvent comparé au début. Et en fait, c'était bien de me comparer. Souvent, on dit benchmark is for loser et il faut pas se comparer. Mais par contre, au début, par exemple, le dropshipping, pour donner un exemple, pourquoi j'ai pas arrêté le dropshipping et pourquoi j'ai continué alors que j'avais dépensé au total 3 000 euros, 1 000 euros sur la première boutique, 2 000 sur la deuxième, et ça n'a pas fonctionné. C'est parce que, en sortant du wagon, j'ai rencontré un type qui était dev et qui n'était pas du tout marketeux. Et en fait, lui s'était lancé dans le dropshipping au même moment que moi.
C'est juste que lui a fait un carton total. Un vrai carton. Aujourd'hui, il fait tout le dropshipping, il en vit très très bien et tout se passe bien, tu vois. Et je me disais, mais putain, le mec, c'est un dev, il connaît rien au marketing, il y arrive. Et moi, je viens de ce milieu-là et j'y arrive pas. Pourquoi, bordel? Pourquoi, tu vois? Et du coup, en fait, ça m'a donné un peu la rage. Je me suis dit, non, il faut absolument que j'y arrive. Je peux pas. Tu vois, là, je me benchmarkais pour le coup. Il faut rarement faire ça. Mais en fait, le benchmark m'a permis de le faire. Et donc, ça c'était ça m'a fait du bien. Et donc, avoir la rage, je pense que c'est un truc qu'on aurait dû me dire au début. Et bon, ça va, je l'avais, tu vois. Mais voilà, quoi. Mais sinon, sinon j'ai pas d'autres apprendre, d'autres choses que. C'est très bien, je pense déjà, avoir la rage. Tu sais, c'est un peu ce qui va avec la résilience, je trouve. C'est super important. Le meilleur, on va dire le truc que je trouve le plus important en tant qu'entrepreneur, c'est juste d'être résilient, parce qu'il va t'arriver des millions de merdes, des trucs bien, des trucs pas bien, et en fait, il faut continuer à faire. Parce que c'est en faisant que tu vas devenir bon. C'est le seul dénominateur qui marche. Il n'y a pas de technique. D'où les 100 épisodes du podcast. Alors, ils sortent pas de nulle part. C'est juste parce que je sais que je peux vite abandonner un projet. Et je sais que les premiers épisodes, ils sont bof. Je sais qu'au bout du 10e, on est bon. Et peut-être que le 15e ou le 16e, il va être un peu bof aussi. Et qu'on peut peut-être baisser les bras. Donc, en fait, l'objectif, c'est 100 épisodes. Ça va être long. Ça va faire mal. Mais fais-le. Et tu vas voir que la courbe, elle ne va faire que grandir. À un moment donné, tu auras des pics vers le bas, mais in fine, tu seras plus haut que là où tu as démarré. Donc, continue. Et donc, tout cet objectif-là de 100 épisodes. Ok, trop bien. Alors, moi, j'ai pas d'objectif avec le podcast, mais c'est intéressant. Je vais peut-être y réfléchir. Pour revenir à nos questions, j'en ai une autre pour te mettre un peu en PLS encore. Après, on arrive aux questions faciles. C'est est-ce que tu as une citation préférée? Une citation préférée. Merde. J'ai pas une citation préférée. J'ai des tweets préférés, mais c'est des longs tweets. Je sais pas si ça vaut. C'est Joker, ça vaut ça les tweets, les longs tweets. Vas-y. On les mettra en description. C'est des putains de longs tweets quand même. C'est tu vois le grand tweet de Naval sur comment devenir riche. Je sais pas si de quel tweet je parle. Le tweet il est gold. Il faut absolument le lire, le relire, écouter le podcast qui est en lien parce qu'il en a fait un podcast. Et chacun de ces tweets est on pourrait interpréter ça comme une citation. Et chaque citation est bonne, quoi. Alors il faut le relire, le re-relire, essayer vraiment de le comprendre et écouter le podcast parce que dans le podcast il donne du contexte. De Naval Ravikant. Ok. Donc, trop bien, j'ai noté. J'essaierai de le retrouver et de le mettre dans la description. Mais du coup, quel est le prochain épisode 1, 2, 3. Quel est le prochain invité que je dois faire venir selon toi dans ce podcast? Prochain invité. Quoi, tu veux des gens qui ont fait des projets du coup dans le passé? Dans l'idéal? Ouais, c'est Qui mieux. ont fait des projets dans l'idéal. Est-ce que tu as déjà eu Robin de Manypixel? Non. Ok, bon, bah t'as un invité. Robin Van, je vais te dire ça tout de suite. Je vais te dire ça tout de suite, son nom de famille. De toute façon, je vais te l'envoyer après. Mais en gros, Robin, c'est un Belge qui habitait pas très loin de chez moi. Van der Heyden. H-E-Y-D-E-N. Et Van der, c'est V-A-N-D-E-R. Robin, R-O-B-I-N. Alors Robin, pour te la faire. Tu me l'enverras dans le chat, sinon je vais être perdu. je vais te l'envoyer après, très classe. Alors okay. Robin, c'est un jeune Belge qui habitait pas très loin de chez moi, qui a fait ses études à Maastricht, ou Maastricht, les gens disent Maastricht, d'autres Maastricht. Et il a fait son premier business, c'était une agence immobilière. Il avait la vingtaine, très très jeune, agence immobilière, premier business. Ça se passe plutôt bien, puis ça se passe plutôt mal. Et en fait, il part en Indonésie, plus spécifiquement à Jakarta. Et je crois que c'était Jakarta, je suis pas sûr, mais il te le dira du coup. Et il lance un productized service là-bas qui s'appelle Manypixels aujourd'hui, qui est une agence de design, qui est une des agences de design productisées, les plus fat. Je crois ils sont presque à plus de 100K par mois. Et c'est lui qui fait grandir ce business de 0 à 50K. Aujourd'hui, je pense qu'il a revendu et il fait autre chose. Il fait un SaaS qui s'appelle ManyRequest
pour aider les agences de services à mieux streamliner les demandes de leurs clients et les prestataires en interne qui vont délivrer pour les clients. Ok. Donc c'est un SaaS qui est bootstrappé. Non, il a levé, je pense. Il a levé avec un fonds qui est spécialisé pour les bootstrappers. Tu dois connaître ce truc. Je te l'enverrai. C'est un fonds connu sur Twitter qui est que pour les bootstrappers. Enfin, ils veulent juste aider les bootstrappers. Je t'enverrai, c'est un truc. Ah oui. Je vois de quoi tu parles. Je sais pas le nom, mais je vois de quoi tu parles. Et en gros, aujourd'hui, voilà, il fait ce SaaS. Ils sont 2, un peu plus maintenant dans l'équipe, mais 2 cofondateurs. Ça grossit plutôt bien. Et en fait, il a créé ce product service qui était MiniPixel. Ça a fait beaucoup de boom. Je crois qu'il avait presque fait le top 1 sur Product Hunt à ce moment-là. Il avait créé un groupe Facebook où il mettait dedans que des gens qui s'intéressaient à lancer des productized services. Ça a grossi. Et en fait, aujourd'hui, ils vendent un SaaS à ces gens-là. Et en fait, c'est très très vite, il a fait ses premiers cas en MRR. Parce que sa base de clients, elle était dans ce groupe-là. Et super balèze. Vraiment, je te conseille de l'avoir. Il va inspirer pas mal de monde. Il est déjà passé sur quelques podcasts. Il est assez connu sur le forum de Indie Hacker. Et c'est un petit Belge. Et il est balèze quoi. Ok, trop bien. Vas-y, je note. Et c'est parti. Et du coup, dernière question aussi qu'on envoie les makers qui veulent te suivre. Sur Twitter, c'est @antinertia. Donc ANTI NARTIA. Tu le mettras quelque part. Ça sera en description, heureusement. Et du coup, YouTube, Spotify, Apple Podcast, The Farm Spot, THE espace Farm FARM SPOT, comme dans les jeux vidéo sur World of Warcraft, quand vous allez farmer des golds, il faut aller dans un spot de farm. C'est exactement la même. Et chaque semaine un épisode, donc suivez-nous et abonnez-vous et voilà. Ok, trop bien. J'ai noté ça, je le mettrai dans la description. Merci, c'était un super épisode, j'ai trop kiffé parler avec toi. Bah écoute, moi aussi, et écoute, on se suit nous sur le réseau et on continue à parler. Et je serais ravi de voir, je repartagerai l'épisode, comme ça tu pourras profiter de l'audience aussi, partager l'épisode quand il sera sorti. Trop bien. Eh ben merci à toi. Pour les auditeurs qui nous écoutent, j'espère que vous avez kiffé. Si toi tu as kiffé personnellement en tant qu'auditeur, tu peux envoyer un petit message à Jedi, mettre un commentaire sur une de ses vidéos, l'aider à faire grossir sa chaîne. Exactement. Abonne-toi, mets des commentaires sur toutes les vidéos, mets des petits cœurs, dis que tu viens de la part d'Indie Maker, ça serait trop bien. Voilà. Et puis on se dit dans 2 semaines pour le prochain. Salut!